Donc ce cours, le thème, c'est le triangle entre marché, les entreprises, l'État et la société civile. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir la société civile comme dans une économie d'innovation. Voilà. Je pensais un peu avoir quelques exemples introductifs. Et puis ensuite, expliquer qu'évidemment, il y a la séparation des pouvoirs. On peut faire ça, en particulier, les constitutions peuvent vous aider en séparant le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif et en ayant le judiciaire qui contrôle l'exécutif. Donc ça, c'est Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Mais je vais expliquer que Montesquieu ne peut pas tout et que donc il y a bien un rôle pour la société civile. Et j'expliquerai un peu quel genre de rôle ça peut avoir. Et après, je parlerai du bon équilibre entre État et société civile. Voilà, et donc je pensais organiser le cours de cette façon-là. Voilà. Donc, quelques exemples introductifs. J'aimerais d'abord vous parler d'un exemple qui montre un peu à contrario pourquoi l'État seul, ça ne suffit pas, quoi. Et alors, on avait déjà vu l'exemple de la Corée. Je vous avais dit en introduction que la Corée est un pays qui a connu, la Corée du Sud, une forte croissance après la guerre de Corée, une croissance beaucoup de rattrapage technologique. Mais vous voyez que, et donc ça c'est les taux de croissance moyens du PIB par tête annuel sur ces périodes-là, le taux annuel moyen sur ces années-là du PIB par tête. Et on voit que quand même, il y a un déclin de la croissance en Corée. Et je vous avais expliqué que c'était lié au fait qu'il y avait eu l'émergence de grandes entreprises qu'on appelle les chaebols, qui avaient fini par inhiber non seulement l'entrée de nouvelles firmes innovantes, mais également qui avaient réussi à faire pression sur l'État pour empêcher des réformes qui allaient mettre davantage de concurrence et d'ouverture dans le système coréen. D'accord ? Et qu'un peu la crise financière de la fin des années 90, en affaiblissant ces gros conglomérats, avait non seulement permis l'entrée de nouvelles firmes innovantes, mais également rendu possible des réformes structurelles en Corée vers davantage de concurrence et d'ouverture au commerce, etc. Et qui avait fait repartir un petit peu la croissance pendant un certain temps. Voilà. Mais il y a un autre exemple également où on a le même syndrome, c'est le Japon. Vous voyez, le Japon connaît des taux de croissance très importants, vous voyez, jusqu'aux années 90, et puis la croissance se ralentit au Japon. Et donc, alors c'est vrai que c'est lié au vieillissement de la population japonaise, mais c'est vraiment lié également au fait qu'il y a ces grandes entreprises qui s'appellent les keiretsus, qui sont l'équivalent des chaebols coréens, qui, quelque part, un peu inhibent l'entrée de nouvelles entreprises. Vous avez également un marché du travail au Japon qui ne favorise pas la mobilité. C'est-à-dire qu'au Japon, on ne licencie pas, par exemple. On garde les mêmes, mais on leur crie dessus, quoi. C'est stupeur et tremblement. Vous n'avez jamais lu Amélie Nothomb ? Voilà. Voilà, c'est un peu la méthode d'Amélie Nothomb. C'est pas génial, ça se termine dans les toilettes. Bon. Voilà. Mais donc, pas toujours quand même. Voilà, ils n'ont pas un système, vous voyez, j'avais parlé de la flexi-sécurité danoise, ils n'ont pas du tout la flexi-sécurité danoise. Ils n'ont pas un système qui d'un côté protège les individus, mais qui en même temps permet une certaine fluidité du système, plus d'entrée, plus d'innovation, etc. Et ça, c'est très lié. Et ils ont une population vieillissante, qui évidemment, on prend moins de risques plus tard dans nos vies, quoi. On est moins... Voilà. Et ça va contribuer beaucoup à ce ralentissement japonais. Mais ce ralentissement japonais, on peut le voir également, je vous montrerai des figures la semaine prochaine sur les brevets, ou sur l'innovation, et vous verrez que le Japon décline. Autant la Chine monte et le Japon décline, quoi. Et il y a un fort déclin japonais en matière d'innovation. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit. Alors je vais parler moi, d'un autre exemple plus historique. C'est un exemple qui est Venise, qui est la République de Venise. Et c'était basé sur des travaux de Diego Puga et Daniel Treffler. Et donc c'est pour illustrer l'idée que l'État seul ne suffit pas à garantir la concurrence et l'innovation. Alors donc ces auteurs s'attellent à une analyse historique de la grandeur et de la décadence de Venise au Moyen-Âge. Venise était sujette à une grande prospérité, a connu une grande prospérité lors de son ouverture au commerce entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle.
Puis la République de Venise s'est refermée sur elle-même et a commencé à décliner. Et c'est pour ça que Venise, bon alors mes collègues sont un peu insultants parce que Venise c'est un endroit extraordinaire, moi j'y étais il y a encore 6 mois, etc. Mais on dit qu'un peu les descendants des Doges voilà, ouvrent des pizzerias, c'est un endroit de tourisme, enfin tu vois, voilà, ça aurait pu être un endroit, et c'est un endroit qui a décliné, quoi. Voilà, moi j'ai un copain qui vient de Venise, un économiste, qui dit, voilà, il y a peut-être Estrée, comment ça s'appelle à côté, la ville à côté de Venise qui elle se développe, mais Venise elle-même, c'est un petit peu, est devenu quand même un endroit touristique essentiellement. Alors, quelle est un peu l'histoire de tourisme? Donc, ce qui est passé, c'est que l'ouverture au commerce à Venise a été facilitée par 3 innovations institutionnelles majeures permettant de limiter le pouvoir conféré au Doge, qui était le chef d'État de la République de Venise. Il y a d'abord le Maggior Concilio, le Grand Conseil, fondé en 1172, composé de représentants de l'aristocratie et de 100 membres renouvelés chaque année par un conseil nominatif. Ensuite, vous avez le serment. Le Doge ne peut gouverner qu'après avoir juré publiquement qu'il s'engage à respecter les limites du pouvoir conféré par son mandat. Et puis ensuite, il y a le second conseil, qui est un conseil élu par le Grand Conseil et qui doit être consulté par le Doge avant de prendre une décision importante. Donc vous avez ces institutions-là, qui sont quand même assez démocratiques pour l'époque, et ça a favorisé l'émergence de juges indépendants et de nouvelles lois qui régissent les contrats et les faillites, et également le premier système bancaire moderne voit le jour à Venise, d'accord ? Alors il y a une invention très importante, pour ceux qui s'intéressent au droit des contrats, c'est l'invention de la collegianza, qui est un précurseur de la société par action. Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'un accord entre un investisseur et un marchand, voilà, un marchand qui donc prend la mer et qui va chercher Marco Polo, etc. Et le contrat, eh bien, il répartit les revenus et les risques entre les investisseurs et les marchands. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle forme, voilà, c'est un arrangement. C'est la première fois que tu vois un contrat qui répartit les risques, un peu comme le ferait un contrat de finance. On dit, voilà, qui paye, qui subit les risques, ils sont les précurseurs des contrats financiers modernes. Hein. Voilà. Hein. C'est un peu les premiers venture capitalistes, les investisseurs, je vois des juristes là, les investisseurs de Venise, voilà. Donc, ça a permis en fait, si vous voulez, ces collégiens, ça a permis, enfin, à faciliter l'implication d'une large population de la population vénitienne au commerce international. Et on peut voir le parallèle avec le financement des inventeurs par le capital risque. Le contrat permet le financement d'un projet risqué qui a des coûts fixes élevés, hein, affréter un navire, les marchandises, etc. Et la probabilité de réussite est faible. Mais le rendement est très élevé en cas de succès. Donc c'est typiquement le genre de projet où chez nous, on dirait le capital risque, c'est parfait. Mais à l'époque, ils ont trouvé un peu un antécédent du capital risque à Venise. Tu vois, on peut se demander pourquoi la croissance n'a pas démarré à Venise à cette époque-là et qu'il a fallu attendre 1820 et en Angleterre pour que la croissance démarre vraiment. Donc en fait, et souvent ce qui se passait, c'est que les marchands itinérants, souvent d'origine modeste, s'enrichissaient grâce à la collegianza et pouvaient, il y avait la mobilité sociale, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, ces gens-là pouvaient devenir les riches de demain, quoi, et prendre un peu la place des riches d'aujourd'hui. Donc il y avait de la destruction créatrice à l'époque, à Venise, d'accord ? Donc voilà, tout ça est très très bien. Mais malheureusement, ça ne dure pas. Et quand j'avais parlé de Schumpeter et du pessimisme de Schumpeter, je vous avais dit, le pessimisme de Schumpeter, c'est que les innovateurs d'hier deviennent des entrenched incumbents qui vont essayer de bloquer les nouvelles innovations. Ça s'est passé un peu à Venise. À Venise, ce qui se passe, c'est que le Grand Conseil décrète en 1288 que les nouveaux candidats dont le père ou le grand-père avaient été membres du Grand Conseil seraient admis d'office dans le Grand Conseil. Donc déjà, on introduit l'hérédité. Voyez. Ensuite, deuxième étape, en 1297, le Grand Conseil vote pour que tous les membres élus pendant les 4 dernières années soient automatiquement réélus. Ça s'appelle la serrata, la fermeture. Et alors à ce moment-là, à partir du moment où ça c'est verrouillé de cette manière-là et que c'est en fait les incumbents qui gouvernent, on n'autorise pas un renouvelant du Grand Conseil, eh bien à ce moment-là, le commerce est réservé aux familles nobles les plus influentes. En 1314, le commerce est partiellement nationalisé et de très fortes taxes sont imposées sur les nouveaux marchands.
Voilà. Et on bloque et on ferme le système. Voilà. D'où le fait que maintenant, pizzeria, etc. Donc la serrata cause l'exclusion des commoners, des roturiers et des collegianza, tandis que le nombre médian de sièges attribués à l'oligarchie ne cesse de grandir. Donc là, vous regardez les sièges, vous voyez, qui incluent des roturiers, vous voyez, donc vous voyez, ça baisse jusqu'à 0, et vous voyez au contraire, eh bien, ceux qui, vous voyez, par session, le nombre de sièges pour des gens qui appartiennent, vous voyez, aux familles déjà établies, lui ne fait qu'augmenter. Et donc vous voyez vraiment, la destruction créatrice disparaît. Voilà. Hein, voilà. Donc le commerce vénitien devient alors une activité exclusivement réservée à l'aristocratie, causant le long déclin économique et démographique de Venise de 1400 à 1800. Et voilà, et donc ça c'est un peu. Alors d'autres exemples, il y a le livre Why Nations Fails de Daron Acemoglu, de Jim Robinson, qui donne d'autres exemples où volontairement la croissance a été finalement inhibée par des instances publiques, de peur que la destruction créatrice n'érode le pouvoir des gens en place. Voilà. Donc la Chine est un exemple, évidemment. Les empereurs avaient peur des innovants, donc la Chine mettait toute une série de barrières pour que les innovations ne se développent pas. Et puis, par exemple, l'Empire ottoman, la première presse d'imprimerie ne fut autorisée dans l'Empire ottoman qu'en 1727, 300 ans après son invention par Gutenberg, afin de limiter la prolifération de nouvelles idées. Voilà, et donc il donne une série d'exemples où finalement l'État finit par, l'État de concert avec les intérêts acquis, eh bien, décide de tout bloquer et donc bloque la croissance. Voilà, d'accord? Donc ça veut dire que l'État, ça ne suffit pas. Voilà, il faut autre chose que l'État. D'accord? Donc ça, c'est un exemple à contrario, si vous voulez. C'est un contre-exemple, quoi. C'est voilà, preuve que avec l'État tout seul, c'est en général très difficile de générer de l'innovation et de la croissance. D'accord? Bon, je vais maintenant prendre d'autres exemples. Un autre exemple, alors là où il y a un rôle vraiment de la société civile, mon triangle, c'est l'innovation verte. J'avais vu l'innovation, on avait parlé un peu d'innovation verte dernière fois, le rôle de l'État dans l'innovation verte, mais je vous avais dit qu'il y a un rôle de la société civile. Donc là, on a les entreprises, le marché. Bon, il faut que j'écrive un peu plus gros. L'État, voilà, et la société civile. Alors la société civile, c'est vous et moi, c'est les consommateurs, c'est les électeurs, c'est les médias, c'est les associations, c'est tout ça la société civile, d'accord? Bien, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous avais dit que les entreprises livrées à elles-mêmes, quand elles ont innové, je vais mettre un peu plus gros entreprise, parce que si vous êtes assis derrière, vous avez peut-être du mal à lire. Écrire un petit peu plus gros. Voilà, entreprise marché. Hein. Je vous avais dit que livrées à elles-mêmes, les entreprises ne vont pas spontanément innover dans les technologies vertes parce qu'elles tendent à continuer à faire ce pour quoi elles sont faites. Et je vous avais dit que par exemple, dans l'automobile, je vous avais montré l'exemple de l'automobile où les entreprises qui avaient innové dans les technologies polluantes dans le passé continuent d'innover dans les technologies polluantes dans les voitures à combustion et pas dans les voitures électriques, à hydrogène, etc. dans le futur. Et que donc il faut que l'État a un rôle à jouer pour rediriger le changement technique. Je vous avais mentionné le rôle de la taxe carbone, mais il y a aussi le rôle des subventions à l'innovation verte, il y a aussi le rôle d'une transition énergétique intelligente, en utilisant des énergies intermédiaires, je vous en ai parlé la dernière fois. Tout ça, c'est des outils qui sont à la disposition de l'État, d'accord ? Mais il y a également un rôle pour la société civile. Pourquoi ? Parce que les consommateurs poussent les entreprises. Il y a maintenant, voilà, en tout cas dans certains pays, notamment en Europe, il y a une prise de conscience des consommateurs qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement. D'accord ? Et donc là, dans un travail récent que nous avons fait avec Roland Benabour, Alf Martin, Alexandra Roulet, Alexandra est maintenant à l'Élysée pour cette année. Donc en fait, ce qu'on regarde, eh bien, est-ce qu'il y a un rôle pour la société civile par-delà le rôle de l'État pour pousser les entreprises à faire de l'innovation verte? Et là, il y a l'idée suivante, c'est qu'en fait, on se rend compte, on peut faire une enquête pour recenser, un recensement des préférences des consommateurs dans les différents pays du monde. Et on peut savoir s'ils veulent vraiment consommer vert ou pas.
Donc, ou est-ce qu'ils sont prêts à payer un impôt pour une taxe carbone ou pas. Et donc, on a fait le World Value Survey permet de recenser, en fait, un petit peu les préférences des agents pour l'innovation verte. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt à payer pour des technologies plus vertes? Est-ce que vous êtes prêt? Combien vous êtes prêt à payer? Donc, il y a une série de questions qui sont posées et tu as des indices comme ça qui te disent, dans certains pays, les gens sont vraiment concernés par la production verte et dans d'autres, ils ne le sont pas. D'accord? Et donc, ce qu'on montre, on montre deux choses. C'est que d'abord, ça a un effet très important sur la direction de l'innovation. Dans les pays où les consommateurs expriment une préférence pour la consommation de biens verts. Des biens verts, ça peut dire des biens dont les biens eux-mêmes sont verts ou produits de manière verte, avec des inputs verts. Eh bien, là, les entreprises vont innover davantage dans les technologies vertes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est d'autant plus vrai s'il y a davantage de concurrence. Pourquoi ? Parce que, pour la raison suivante, qui je vais prendre aujourd'hui? Je vais prendre, voilà, donc je prends Jacqueline aujourd'hui, voilà. Donc Jacqueline, voilà. Jacqueline, donc, eh bien, Jacqueline est vertueuse et moi, je ne le suis pas. Donc, Jacqueline innove dans les technologies vertes, spontanément, mais moi, non. Moi, ça m'est égal. Mais supposons d'abord que je suis tout seul, eh bien, je dis, moi, je sais que les consommateurs, ils aimeraient que je produise vert et que j'innove vert, mais moi, de toute façon, ils ont besoin d'acheter chez moi, je suis le monopole, je suis la seule entreprise, donc je n'ai pas une incitation énorme à innover dans les technologies vertes. Maintenant, Jacqueline vient et elle est ma concurrente. Et là, moi, je sais que même si moi, je ne suis pas vertueux, si je ne vais pas davantage vers des technologies de production verte, ou si je ne vais pas davantage vers la production de biens verts, par exemple des voitures électriques ou des voitures à hydrogène, etc., eh bien, les consommateurs vont me quitter moi et ils vont aller chez Jacqueline. Donc, la concurrence renforce l'effet des préférences des agents, parce que avec la concurrence, même des entreprises qui ne sont pas vertueuses a priori, eh bien, elles doivent suivre les consommateurs, parce que sinon, les consommateurs les quittent et vont vers le concurrent. Voilà. Tandis que s'il n'y a pas de concurrent, bah oui, d'accord, moi je fais un truc, les consommateurs veulent autre chose, mais bah, ce n'est pas très grave, puis de toute façon, ils doivent venir chez moi, ils n'ont pas le choix. Donc, voilà. Et on montre en fait que les deux sont très importants. Alors, le problème de la concurrence, c'est que quand vous mettez de la concurrence, il y a un effet pervers. Vous savez toujours, c'est ça l'économie. C'est que l'économie, on croit que c'est très simple, mais en fait, l'économie, c'est qu'en fait, il y a des effets pervers. Et il faut comprendre s'ils sont dominants ou pas dominants. Et la concurrence, elle a un effet pervers. C'est qu'évidemment, la concurrence fait baisser les prix. Et donc, elle fait également baisser, comme elle fait baisser les prix, elle augmente la demande agrégée pour les biens en général. Et donc, elle augmente l'échelle de production. Et donc, comme on produit plus, on pollue plus. Donc, vous voyez, quand vous augmentez la concurrence, vous avez un effet direct qui est pervers, parce que plus de concurrence, ça veut dire plus de consommation, quoi, puisque les prix baissent, d'accord? Et donc plus de production, et donc plus de pollution. Mais d'un autre côté, il y a un effet vertueux, qui est l'effet que j'ai mentionné. Si les consommateurs donnent la valeur à l'environnement, alors plus de concurrence implique plus d'innovation verte, puisque je vais innover vert pour pour pouvoir échapper à la concurrence avec Jacqueline, d'accord? Et c'est ces deux effets qui jouent. Et en fait, on se rend compte de la chose suivante, c'est qu'à court terme, en fait, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que d'abord, la première nouvelle, c'est la première ligne qui s'appelle values. C'est-à-dire que dans les pays où les gens valorisent l'innovation verte et la production verte, eh bien, ce que je représente ça, c'est la propension à innover vert par rapport à sale. Voyez? Et donc, vous voyez toute la première ligne, avec des contrôles différents, toute la première ligne, c'est je suis dans un pays où les consommateurs, plus je suis exposé, disons, une entreprise, elle va dans différents pays, et je regarde en moyenne comment je suis exposé. Donc ce que je regarde, moi je suis un pays, et je produis 2 tiers, je vends aux États-Unis, et 1 tiers, je vends en Allemagne. Comment je regarde values, à laquelle moi, entreprise, je suis exposé? Ben, je dis c'est les valeurs des États-Unis pour 2 tiers, plus 1 tiers la valeur que les consommateurs attribuent à l'environnement en Allemagne. Et c'est comme ça que je fais une mesure au niveau de l'entreprise. Moi, je suis une entreprise, je veux savoir si en moyenne, je suis exposé à des pays qui mettent plus ou moins de valeur. Ben, je pondère par les parts de marché que j'ai dans les différents pays. D'accord? Si je fais 2 tiers aux États-Unis et 1 tiers en Allemagne, je vais mettre 2 tiers de poids sur les valeurs
aux États-Unis et un tiers de poids sur l'Allemagne, d'accord. Mais on voit que cet indice-là, construit de cette manière-là au niveau de l'entreprise, on sait pour chaque entreprise, en moyenne, enfin pour la moyenne qui la concerne, à quel point elle est exposée à des préférences pour le vert. Plus elle est exposée à des préférences pour le vert, plus elle va vouloir innover propre. Donc ça, c'est la première ligne. Vous voyez, tous les coefficients là sont positifs avec 3 étoiles, d'accord. Mais le truc important, c'est que c'est la composition entre valeur et concurrence. L'effet de valeur est accru quand il y a davantage de concurrence. C'est ça que ça veut dire. Plus il y a de concurrence, même s'il n'y a pas de concurrence du tout, l'effet de la valeur est positif. Mais l'effet est accentué par le fait d'être davantage concurrentiel. Donc voilà, ça c'est très intéressant parce que ça vous montre de manière intéressante. Alors évidemment, la troisième ligne montre qu'il y a un effet de la taxe carbone aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vous montre en fait qu'il y a complémentarité entre l'État et la société civile. D'un côté, il faut des consommateurs qui soient conscients du problème environnemental. Alors on peut dire que la politique d'éducation peut jouer un rôle et l'État peut jouer un rôle aussi, mais c'est la société civile. Et la concurrence, ça c'est l'État qui fait la politique de la concurrence. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment une complémentarité entre l'État et la société civile, mais on voit qu'il y a vraiment un rôle de la société civile. Alors on peut dire que la société civile est elle-même influencée par des politiques d'éducation où l'État peut intervenir, mais ça passe par le biais de la société civile. Voilà. Et donc on voit vraiment cette idée que, eh bien, et ce qui est intéressant, ce qu'on montre dans ce papier, c'est que si on revenait au niveau de... il y a eu un petit déclin avec la crise de 2008 des préférences des agents, surtout aux États-Unis pour l'environnement, parce qu'ils avaient peur pour leur emploi. Quand ils ont peur pour leur emploi, ils sont moins pro-environnement. Si on revenait aux valeurs qu'il y avait aux États-Unis, aux préférences pour l'environnement d'avant la crise de 2008, et si on augmentait la concurrence d'autant qu'elle a augmenté, enfin, si on l'augmentait d'autant qu'elle a augmenté depuis un certain nombre d'années, eh bien, on aurait l'équivalent de 3 fois l'augmentation des prix qui a causé les gilets jaunes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un autre canal que la taxe carbone. On joue sur les préférences, j'essaie de l'éducation des gens, et on joue sur la concurrence. Et la combinaison des deux, c'est un instrument extraordinairement fort, parce que c'est un instrument qui va en plus de la taxe carbone. Et là, personne ne va dans la rue, quoi. D'accord? C'est 3 fois l'augmentation de la taxe, 3 fois l'augmentation du prix du carbone qui a causé les gilets jaunes, et personne ne descend dans la rue si vous le faites comme ça. Donc c'est très utile la société civile et la concurrence, voilà, combinée. Voilà un exemple du triangle. Là, on voit vraiment le triangle fonctionner, quoi. Hein, les entreprises innovent, l'État décide de la politique de la concurrence, et la société civile, eh bien, elle exprime des valeurs, elle exprime des préférences, et donc ce triangle fonctionne très bien. Voilà. Je passe à un autre exemple, c'est la bataille des droits civiques. Alors, la bataille des droits civiques aux États-Unis. Alors, après la guerre de sécession, la Constitution américaine a été amendée afin d'assurer les mêmes droits pour tous, peu importe l'ethnie. Dans la pratique, de nombreux États continuèrent d'appliquer une ségrégation stricte dans certains espaces publics, les écoles, les transports, et limitèrent le droit de vote, en fait, empêchèrent carrément la population afro-américaine de voter, en ayant recours, par exemple, à des tests dits d'alphabétisation, mais qui étaient en fait totalement biaisés et qui rendaient totalement impossible le vote des African Americans, des Noirs américains. D'accord? Et à ce moment-là, vous connaissez un peu l'histoire. C'est passionnant de regarder les émissions sur les droits civiques. Rosa Parks, c'est le début des actions. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refuse de céder son siège à un homme de race caucasienne, un homme blanc, dans un bus de Montgomery, en Alabama. Cet acte de protestation non violent déclenche une série d'actions collectives qui démarrent avec le boycott des bus de Montgomery, d'accord? Et les autorités locales répondent évidemment avec violence à des séries d'actions qui sont, elles, non violentes. Et évidemment, la figure de Martin Luther King émerge à ce moment-là. En 1957, la garde nationale de l'Arkansas est mobilisée pour empêcher 9 élèves afro-américains d'entrer dans une école autrefois réservée aux Blancs. D'accord? C'est très violent, hein? En 1960, 4 étudiants afro-américains refusent de quitter le comptoir d'un bistrot étiqueté « White Only ». Ça déclenche une vague de sit-ins à travers les États du Sud. La mobilisation prend de l'ampleur d'un État à l'autre, avec des actions comme celle des Freedom Riders, des bus transportant des militants pour les droits civiques sur plusieurs États. Ces bus sont souvent violemment attaqués, comme vous le voyez sur cette photo. Hein. L'action de nombreux collectifs eh bien, culmine avec la marche sur Washington du 28 août 1963. Vous voyez la marche sur Washington, ici.
Et évidemment, eh bien, voilà, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, au bout du compte, suite à toutes ces pressions exercées par la société civile, à travers ces nombreuses actions, avec un soutien médiatique, hein, que les médias font partie de la société civile, les revendications pour les droits civiques trouvent une réponse institutionnelle, puisqu'il y avait eu le 15e amendement, hein, la guerre de sécession avait conduit à l'introduction du 15e amendement dans la Constitution américaine qui donnait le droit de vote aux Noirs américains, mais cet amendement était violé, n'était pas appliqué, et il a fallu attendre d'abord le Civil Rights Act de 1964, qui interdit la discrimination basée sur la couleur de peau, le sexe, la religion ou le pays d'origine, et le Voting Rights Act, qui bannit les tests d'alphabétisation pour obtenir le droit de vote et mandat des examinateurs fédéraux dans certaines juridictions afin d'assurer l'application de la loi. Et c'est comme ça que finalement la société civile donne corps à une disposition constitutionnelle. D'accord ? Bon, ça c'est un épisode quand même très important. Alors vient le Covid, la Covid ou le Covid. Moi j'ai jamais réussi à dire la Covid, mais voilà, mais bon, bref. Ouais. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc là j'ai mes amis Sam Bowles et Wendy Carlin qui ont beaucoup parlé du triangle. Et c'est un peu leur vision des choses, c'est de dire, eh bien, en présence de contrats incomplets, la performance des agents dépend un peu de normes sociales, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les contrats, il y a toute une série de situations où les contrats sont incomplets, tout n'est pas écrit, et il y a ce qui n'est pas écrit, il y a ce qui est implicite. Mais ce qui est implicite, ça dépend des normes, quoi. Et les normes sociales, ça va au-delà des constitutions, c'est la façon dont on se conduit, quoi. Voilà. Et donc ils disent, par exemple, si vous regardez un contrat entre un employeur et un employé, ou entre un vendeur et un acheteur, ces contrats sont typiquement incomplets, ce qui est vrai. Ça veut dire quoi? Alors je reviendrai de manière précise sur ce que j'appelle un contrat incomplet, mais en gros c'est un contrat où je ne peux pas spécifier ce qu'il faut faire dans tous les états de la nature. Il peut se passer plein d'éventualités dans le futur, je ne peux pas spécifier à l'avance que je fais là ou là. Donc c'est ça un contrat incomplet. Je peux peut-être dire certaines choses, qui contrôle pas, je peux dire peut-être par exemple comment je répartis les revenus en général, mais je ne peux pas décrire avec précision, là je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. C'est ça un peu les contrats incomplets. Donc je laisse beaucoup de choses qui ne sont pas dans le contrat. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, pour éviter les abus de pouvoir, les normes sociales incarnées par la société civile jouent un rôle très important dans des cas comme ça. Voilà. Par exemple, tu dis, est-ce que j'ai besoin de mettre dans un contrat de travail, je ne vais pas te forcer à faire certaines choses, ou je ne vais pas te... Voilà, c'est les normes sociales qui, un petit peu, je sais pas moi, les contrats de production avec des producteurs américains, ou les contrats de... je ne vais pas, ou les contrats de, je ne sais pas moi, de série de contrats où il y a des choses qui vont, voilà, qui ont des situations des situations d'abus. Voilà, on dit pas parce qu'on dit ça va de soi que telle chose ça se fait pas, quoi. Voilà, ou je sais pas, il y a eu d'autres je sais pas, des cas de forcer des gens à travailler, voilà, d'abuser, de faire du harcèlement au travail. Voilà, en général, on le met pas dans le contrat parce qu'on considère que ça fait partie de la norme, vous voyez. Donc en fait, eux ils disent voilà, évidemment, on peut partir de l'idée qu'il faut le marché et l'État. Et en gros, le marché, ben, il produit, les prix se déterminent sur le marché, je veux dire, les entreprises produisent, font concurrence, innovent, etc. Et le gouvernement, eh bien, il impose des régulations, et voilà. On peut avoir même la vision friedmanienne, hein, c'est-à-dire laissons les entreprises maximiser le profit, mais elles maximisent le profit sous certaines contraintes, qui sont les contraintes un petit peu voilà, eh bien, certaines choses se font, certaines choses ne se font pas, il ne faut pas polluer, il ne faut pas ceci, et donc on impose des réglementations. Et très la vision, donc il y a une certaine vision extrême, évidemment, là il y a tout un débat avec des juristes qui est de dire, est-ce qu'il faut que les entreprises elles-mêmes internalisent certains objectifs sociaux? Il y a des gens comme Friedman, mais moi il y a même des gens qui ne pensent pas comme Friedman a priori, qui pensent que l'entreprise, elle doit uniquement être concernée par la maximisation des profits, et que le reste, c'est à l'État de mettre les réglementations. Tu vois, et que donc, tu n'as pas besoin, et puis voilà quoi, et le monde fonctionne très bien comme ça, d'accord? Mais eux disent, voilà, voilà, donc l'État a un rôle à jouer, il assume le rôle d'assureur en dernier ressort de l'économie, il peut, par exemple, mettre en œuvre des plans d'assurance chômage, mobiliser de vastes ressources, organiser la concurrence, la diffusion de l'innovation, etc., mettre des réglementations. L'État peut faire beaucoup de choses. Seulement, ça ne suffit pas
Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que les contrats sont incomplets. Donc, on va revenir, nous, de manière plus formelle à cette... je vais être plus précis. Vous savez, je fais toujours par spirale, et donc je tourne un peu, mais j'espère que je ne fais pas de cercle. Hein, toujours mon idée que je vais tourner comme ça. Chaque fois, je fais le même dessin, donc je vais comme ça dans mon cours. Hein. C'est ça que j'essaye de faire. Hein. Mais je reviens toujours sur les mêmes choses. Et voilà. Et donc, s'il dit, par exemple, ils disent, voilà, la société civile est également indispensable. Alors, ils disent, un premier exemple qu'ils ont, c'est les contrats de travail, où il y a certaines choses évidemment, on ne fait pas, mais on ne dit pas, ça va de soi qu'on ne les fait pas, quoi. Et voilà, et la norme est là, quoi. Donc, souvent, ça permet à des gens d'écrire des contrats très simples, parce que quand on fait confiance, eh bien, on ne va pas demander des contrats qui sont interminables. On sait que le reste va de soi, que c'est la norme qui l'impose. Et donc, on écrit des contrats d'autant plus incomplets et simples que la norme est là pour pallier à l'incomplétude du contrat et assurer les gens que, quand même, il n'y aura pas d'abus de pouvoir. Mais il donne un autre exemple, c'est l'exemple de la gestion de la pandémie. Avant l'apparition du vaccin. Évidemment, le vaccin a tout changé, parce qu'apparemment, le vaccin, il fallait surtout que les gens se vaccinent avec des bons vaccins. Donc, il y a eu une période, disons, avant le vaccin. Donc, eux, ils sont intervenus avant le vaccin. Et là, il y avait un peu tout le débat sur la santé publique ou pas la santé publique. Est-ce qu'il fallait faire de la santé publique? Voilà. Et, par exemple, pour pouvoir tester un grand nombre d'individus et pratiquer de la distanciation sociale, il faut une participation active de la société civile. Donc, eux considéraient qu'une gestion adéquate de la pandémie avant le vaccin devait faire appel à des normes sociales telles que la réciprocité, l'altruisme, afin de compléter ce qui ne peut pas être obtenu par la coercion ou les incitations monétaires, d'accord? Donc, ils disent, ben voilà, il y a le triangle, c'est-à-dire que les entreprises produisent, établissent les prix, innovent, etc. L'État régule, d'accord, impose la concurrence, l'assurance, etc., fait des gros investissements, la politique industrielle, mais la société civile, avec la réciprocité, l'altruisme, la notion de justice, voilà, tout ce qui est un peu du domaine des normes sociales. Voilà. Il dit, et ça, c'est très important, et c'est aussi important que les deux autres. Voilà. Et dans le domaine de la Covid, ils considèrent que ça a été important parce qu'ils disent que pour eux, à l'époque, hein, mais à nouveau, on est avant le vaccin et après le vaccin, bon, en fait, ça peut être, ce qui était un avantage est peut-être devenu un inconvénient dans certains pays, c'est qu'ils ont tellement cru dans les vertus de la santé publique, après ils ont dit on n'a peut-être pas besoin de vacciner autant, et voilà, donc il y a vraiment deux moments, quoi, avant le vaccin, après le vaccin. Mais ça, c'est avant le vaccin, et ils disent, bon là, le gouvernement sud-coréen a pu miser sur l'autodiscipline et l'esprit civique de ses citoyens afin de limiter ses politiques coercitives. Le nombre important de Coréens s'étant rapidement présentés volontairement pour se faire tester, couplé à une mise en place autogérée de la distanciation sociale, ont permis de limiter la propagation du virus avant que les vaccins ne soient mis au point. Voilà. Et il y a eu d'autres exemples. Bon, la Suède n'était pas un exemple particulièrement génial. Je sais que le Danemark a fait beaucoup mieux que la Suède. Mais moi, j'allais souvent en Suède. Ça n'a pas été bien pire que nous. Voilà, la Suède est à peu près comme nous. Mais nous, vous vous souvenez qu'en France, on avait ces merveilleux, je ne les ai pas gardés, attestation de déplacement dérogatoire. C'est une merveille, quoi. Un jour, je suis allé à la télévision, il y en avait un qui faisait 5 pages. Tu arrivais pour ça et tu devais signer la 5e page. C'était des merveilleux moments. On est les meilleurs pour produire. En tout cas, il y a un domaine d'innovation où la France est numéro 1 mondial, c'est l'innovation bureaucratique et red taping. Ça, on est vraiment les meilleurs des meilleurs. Voilà. Donc, c'était un chef-d'œuvre, ce truc de 5 pages. Vous vous souvenez de ce machin-là? Bon. Eux, ils n'avaient pas besoin d'un truc comme ça. Tu vois? Donc, nous, eux, si tu veux, c'était vraiment... Nous, il y avait l'idée, on triche et on impose beaucoup de coercition. Et en Suède, c'était davantage, on ne triche pas, mais on ne vient pas vous regarder. En Allemagne, c'était un peu plus comme la Suède. Tu pouvais te balader dans un parc en Allemagne sans qu'on vienne Moi, j'ai eu des agents à cheval. Tu sais, à Saint-Michel, tu avais de la police montée qui venaient à cheval te surveiller. C'était merveilleux. On est un pays extraordinaire. Tu as la police à cheval qui vient surveiller si tu as ton attestation de déplacement dérogatoire. Voilà. Donc, si tu veux, en Allemagne, tu n'avais pas ça. En Suède, tu n'avais pas ça parce que les gens d'eux-mêmes pratiquaient la distanciation sociale. Les gens âgés restaient chez eux. Et les gens qui allaient dans les restaurants, quand tu allais, tu n'avais pas de masque, mais quand tu allais dans les restaurants, tu devais tenir dès que tu te rapprochais de quelqu'un, les gens te regardaient comme si tu enfreignais la norme sociale. Et c'est très intéressant. Je vous ai parlé déjà avant sur la confiance. Je vous ai dit tu peux avoir un système où tu n'as pas de confiance comme chez nous et de la coercition.
Et c'est un peu l'idée du prof qui est très strict et les élèves qui trichent, quoi, tu vois. Et du coup, tu souhaites que le prof soit très strict. Et chez eux, c'est davantage, tu es moins strict parce que tu fais confiance à l'autodiscipline. Et du coup, comme tu as l'autodiscipline, tu as moins besoin d'être strict. Et c'est intéressant parce que les Suédois ont été un pays très coercitif, très répressif, et ils ont réussi à quitter ce mauvais équilibre pour aller vers un équilibre davantage où c'est le couple, si tu veux, moins de coercition et davantage d'autodiscipline, quoi. Et c'est très intéressant parce que moi je l'ai vu vraiment avec la pandémie, avant le vaccin, peut-être en Suède, tu pouvais te promener librement, mais la distance sociale, tu devais la respecter. Voilà. Donc ça c'est intéressant et il mentionne, et c'est vrai que c'est des pays qui ont, au début en tout cas, sont très bien conduits. Ce qui est passé, c'est que évidemment, comme ils faisaient très bien la santé publique, ils pratiquaient ça mieux que nous, ça a peut-être pu retarder le passage au vaccin, quoi. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on avait vraiment besoin du vaccin et qu'on est allé vraiment le plus vite possible dans le vaccin, ce qui a été finalement une très bonne chose. Les Chinois ne sont pas encore sortis du zéro Covid. Voilà, donc je ne vais pas donner le modèle chinois ici. Mais par contre, il y a des choses plus généralement ignorées. Le troisième sommet du triangle, le sommet société civile, empêche d'envisager le recours à des stratégies de type Dunkerque. Le type Dunkerque, c'est en référence à la flotte de bateaux civils britanniques venus secourir leurs troupes en 1940, alors que la Navy manquait de bateaux et de place sur leurs bateaux. Un exemple de stratégie de type Dunkerque, lors de la pandémie, a été la mobilisation de laboratoires universitaires et de petits laboratoires privés pour produire des analyses et des tests. Et le gros problème, c'était que l'État français, au lieu de faciliter ça, il y a eu les ARS. Alors là, il y a des merveilleux, parce que moi, je pense qu'à côté de l'avis de déplacement dérogatoire, il faut mettre des lettres d'ARS. Moi, j'ai un collègue à la Pitié qui demande la possibilité d'ouvrir un laboratoire de test, et au bout de 3 mois, il reçoit un truc en disant « Monsieur, je crois que ça ne sera pas possible », ou au bout de 3 mois, quoi. Tu vois, donc, je ne sais pas combien de morts il y avait eu, et voilà. Ça, c'est la beauté de la bureaucratie française. Un exemple, donc ça a été la mobilisation de laboratoires universitaires, petits laboratoires, pour produire, analyser les tests. De nombreux individus sont également portés volontaires pour soutenir les services hospitaliers. Donc ce niveau de cynisme n'a malheureusement pas été aussi élevé dans toutes les économies. En France, on a pu voir des images de Parisiens bravant le confinement durant les vacances de printemps en 2020. Aux États-Unis, Donald Trump, alors président, utilisait Twitter pour soutenir des manifestations locales contre le confinement, allant ainsi contre les recommandations de sa propre administration. Donc en fait, au total, les auteurs considèrent que le rôle de la société civile élargit le champ des possibles en termes de politique publique. Puisque l'information est rare et localisée, ni les marchés ni l'État ne sont en capacité d'écrire des contrats complets qui permettent de dire tout ce qu'il faut faire dans tous les États. Et à ce moment-là, tu as besoin eh bien, que la société civile vienne compléter. Le cas de la Corée du Sud nous montre que des solutions non gouvernementales et hors du marché permettent de contribuer à résoudre des problèmes auxquels les deux piliers traditionnels ne peuvent répondre par eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est un peu eux qui ont introduit l'idée, enfin, ils ont commencé à introduire cette idée du triangle, d'accord ? Donc voilà. Loin de la vision individualiste et amorale, les individus sont capables de hauts niveaux de coopération basés sur des valeurs éthiques et les préférences d'autrui. Ceci nous pousse à nous questionner sur les politiques publiques à conduire afin de maintenir des niveaux élevés de civisme et de confiance envers les autres, voilà, permettant d'obtenir des interactions plus équilibrées entre société civile, État et marché. Mais ça, je vais revenir là-dessus. Voilà un petit peu pour vous mettre dans le bain. Ça, c'est une longue introduction. Vous voyez, le cours, la moitié du cours, c'est une grande introduction pour vous motiver un petit peu avec différents exemples. Voilà. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie. Après tout, il y a Montesquieu qui passe par là. Et il y a la séparation de l'État entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. D'accord ? La séparation des pouvoirs, je veux dire. Donc, je vais d'abord parler du rôle des constitutions, et après, je vais parler du rôle et des limites du pouvoir judiciaire. D'accord ? Alors, le rôle des constitutions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, d'abord, l'idée d'un équilibre nécessaire entre la délégation de pouvoir à des représentants politiques et le contrôle de l'utilisation de ces pouvoirs est une idée très ancienne. Elle est à la base, en tout cas, de la notion de séparation des pouvoirs défendue par Montesquieu dans son ouvrage « De l'esprit des lois », ainsi que la théorie constitutionnelle de Friedrich Hayek, développée dans « The Constitution of Liberty ». Okay ? Par exemple, Alexis de Tocqueville notait dans son livre « De la démocratie en Amérique » que les besoins antagonistes des individus. Ils disent, voilà, nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions. Ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. En attribuant des prérogatives aux branches exécutives, législatives et judiciaires, la Constitution essaye d'établir un cadre
qui à la fois donne des pouvoirs à l'exécutif, mais qui en même temps limite ses pouvoirs, d'accord? C'est ça l'idée, toujours l'idée de dire je dois donner, mais en limitant, tu vois? Et donc j'ai toujours un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein en même temps, tu vois? C'est le droit constitutionnel, et en fait, si tu veux, alors je sais qu'il y a des juristes, donc moi, ils vont me dire, ces économistes, c'est vraiment des impérialistes, ils pensent qu'ils comprennent tout mieux que nous, et qu'ils veulent reprendre, etc. Voilà, il est important, donc la Constitution c'est un contrat incomplet, il faut comprendre. C'est en fait un contrat incomplet. Qu'est-ce que c'est que la Constitution? La Constitution, c'est un contrat entre les citoyens d'un pays. Évidemment, à nouveau, je ne vais pas pouvoir dire qu'est-ce qui se passe dans tel État, tel État, tel État. Le contrat, il ne peut pas dire si demain il y a une pandémie, faites ça, si demain il y a tel truc, faites ça. D'abord, on ne peut pas prévoir. On a bien vu avec la pandémie qu'on a fait de l'apprentissage. Au début, on était paumés, on a cru que c'était une autre grippe, et puis on a un peu je ne sais pas comment dire, on a un peu louvoyé pendant un certain temps et avant d'apprendre. Donc on ne peut pas tout déterminer à l'avance, mais ce qu'on peut faire, c'est de donner des pouvoirs. On peut distribuer le pouvoir. Et en fait, les constitutions, il faut bien comprendre, c'est toujours l'idée, c'est-à-dire, tu peux donner beaucoup de pouvoir à l'exécutif, parce que si tu n'en donnes aucun, eh bien l'exécutif ne peut rien faire. Et on reviendra là-dessus. Par exemple, la 4ème République, ils ont pu faire quand même des choses, ils ont quand même décolonisé, hein, donc on sait qu'on crache beaucoup sur la 4ème République, ils ont quand même fait des choses formidables avec Mendes France et tout ça, mais c'est vrai que quand tu changes de gouvernement tous les 6 mois ou tous les 4 mois, tu ne peux pas faire énormément de choses, quoi. Voilà. Donc mais d'un autre côté, si tu donnes trop de pouvoir à la personne élue, elle tend à exproprier les minorités trop. Tu vois, parce qu'il y a ceux qui ont été la majorité, puis ceux qui sont les minorités. Tu veux être sûr que la majorité traite quand même correctement la minorité qui n'a pas voté pour eux. Et si tu veux, tu as toujours cet arbitrage entre d'un côté donner des pouvoirs à l'exécutif pour qu'il puisse agir, mais de l'autre côté, ne pas éviter l'abus de pouvoir et l'expropriation des minorités, quoi. Et c'est ça les constitutions. Et en fait, différentes règles de vote. Est-ce que tu as système majoritaire, système proportionnel? Quel est le status quo si l'Assemblée, si le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord sur le budget? Quelles sont, eh bien, toutes ces choses-là, la longueur des mandats, le renouvellement des mandats, tous ces aspects qui sont vraiment les outils de base des constitutions, sont régis par cet arbitrage-là. Tu veux d'un côté donner suffisamment de pouvoir à l'exécutif, d'un côté, tu veux pas expropriation en minorité. Si tu vois ça comme ça c'est Buchanan, hein, tu vois ça comme ça, tu comprends le droit. Qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel? Le droit constitutionnel, c'est ça. C'est ça, décliné sur plein de choses. Mais c'est cet arbitrage-là. D'accord? Donc, imaginons qu'on vive dans un monde évidemment, dans lequel on peut tout connaître par avance, tous les états de la nature possibles peuvent être décrits à l'avance, et un juge extérieur peut vérifier dans quel état on est. Alors évidemment, à ce moment-là, le problème du droit, des règles de vote, des status quo et tout ça ne se pose pas, puisque tout ce que tu fais, tu écris des contrats qui spécifient ce qu'il faut faire dans chaque état du monde possible. À ce moment-là, tu n'as pas besoin d'une constitution. Tu vois, là, mais on n'est pas dans ce monde, c'est pour ça que tu as besoin de partager le pouvoir. Voilà. Dans ce cas, il ne serait pas utile d'adopter une constitution. Tous les enchaînements d'événements auraient été prévus à l'avance. Les juges se chargeraient simplement de vérifier dans quel état de la nature nous sommes, afin de savoir quelle action doit être prise. Mais la réalité est évidemment très différente de ce monde. Évidemment, il est impossible d'identifier tous les événements futurs possibles. Il est très difficile de vérifier ex post si un état du monde prévu s'est effectivement déroulé ou pas. Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait un état de la nature qui se produise que tu n'aurais même pas prévu, qui était unforeseen, hein, en anglais, imprévu. Et dans ce cas-là, le mieux que tu puisses faire, c'est d'établir des règles de partage du pouvoir décisionnel et des garde-fous limitant les abus de pouvoir. Mais après tout, pourquoi est-il si important de limiter le pouvoir exécutif et quels sont les outils constitutionnels pour y parvenir? Alors je vais un petit peu, là, c'est vraiment, je vous fais un peu de droit constitutionnel, mais vraiment pour, voilà. Eh bien, donc, le pouvoir exécutif fort, quel est l'avantage d'un pouvoir exécutif fort? Ça donne de l'attitude aux dirigeants politiques. Ça leur permet d'agir rapidement pour entreprendre des transformations majeures, des investissements de grande ampleur. Cet avantage est crucial en période de guerre, en période de crise, quand les décisions doivent être prises très rapidement et que des opérations militaires doivent rester secrètes. Là, tu as besoin d'un exécutif fort. Mais les inconvénients d'un pouvoir fort, c'est que les dirigeants politiques peuvent abuser de leur pouvoir pour empêcher, par exemple, toute innovation de nature à menacer leur pouvoir. On a vu ça, on a vu l'exemple de Venise, on a vu d'autres exemples, hein, ou encore pour s'enrichir personnellement au lieu de mettre en place des réformes efficaces. Plus généralement, les dirigeants politiques en place sont tentés d'utiliser leur pouvoir afin de le perpétuer, évidemment. Ils peuvent vouloir, par exemple, changer la Constitution. Ils disent, ben voilà, mais moi je suis là, je vais changer la Constitution et me mettre président à vie. Bon, on a des exemples, hein.
en ce moment. Il faut vraiment être, se boucher les oreilles pour ne pas les voir. Alors, un pouvoir exécutif trop puissant peut donc engendrer des dérives autocratiques, générer de la corruption au détriment de l'innovation, mettre à mal la prospérité d'une nation. Donc il faut trouver un équilibre. Comme il y a un niveau optimal de concurrence pour stimuler l'innovation et la croissance, il y a un niveau optimal de pouvoir à octroyer à l'exécutif. Trop peu de pouvoir paralyse la prise de décision et la capacité à en mettre en œuvre des réformes, et trop de pouvoir peut conduire à l'expropriation des minorités et à l'émergence de démocraties illibérales ou d'autocraties. Donc il faut le compromis entre trop et trop peu de pouvoir. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus avec Alberto Alesina, qui était un merveilleux collègue, mais qui est décédé il y a 2 ans, qui était un grand économiste, en fait, qui venait de la Bocconi, mais qui était prof à Harvard. C'était vraiment des... Et puis Francesco Trebi, qui lui est donc maintenant à Berkeley, et qui travaille avec nous d'ailleurs. On a une de nos étudiantes qui fait sa thèse avec lui. Voilà. Et avec... Alors, le compromis optimal entre trop et trop peu de pouvoir dépend de considérations. Par exemple, l'importance de réformer, s'il y a une guerre ou s'il n'y a pas une guerre, l'importance de réforme. Mais d'un autre côté, il y a les coûts d'expropriation et le risque d'expropriation. En période de guerre ou de crise, ou en cas de besoin urgent de réformer, il est préférable de renforcer le pouvoir de l'exécutif. Mais en temps ordinaire, tu pourrais dire que tu voudrais plutôt restreindre le pouvoir de l'exécutif, tu vois. En l'absence de limites claires sur le pouvoir exécutif, les entreprises en place vont avoir tendance à utiliser leur rente pour empêcher les entrées de nouvelles entreprises innovantes sur leur marché en recourant au lobbying. Plus le pouvoir des agents de la branche exécutive est sans limite, plus grande est la tentation, parce que tu peux corrompre facilement, parce que tu n'as personne pour contrôler. Alors l'idée de Montesquieu, c'était de dire, je n'ai pas forcément besoin de société civile, j'ai le pouvoir judiciaire qui peut faire le travail. L'État lui-même, il a l'exécutif et il a le judiciaire. Donc tu ne peux pas représenter l'État juste comme quelques dirigeants politiques, parce que dans l'État, tu as l'exécutif et, alors le législatif d'une certaine manière, je le mets là, mais ça dépend comment tu es. Si tu es en France, le législatif fait que c'est la majorité du président et qu'il a la majorité absolue. Le législatif est un appendice de l'exécutif, comme chacun sait. Et puis sinon, tu as le pouvoir judiciaire. Et tu te dis, ben, écoutez, moi, j'ai peut-être pas besoin de société civile. Le judiciaire va faire le travail. C'est le judiciaire qui va contrôler. Et je vais parler maintenant des juges. D'accord? Donc, alors, quels sont les instruments? Eh bien, par exemple, il y a les règles de vote. Par exemple, il y a certaines lois qui sont les lois ordinaires, la plupart d'ailleurs, elles requièrent juste une majorité simple, plus 50% des votants au Parlement. Certains types de lois requièrent une majorité qualifiée. Par exemple, les changements constitutionnels requièrent 2/3 de majorité du Congrès, tu vois. Donc, si toutes les lois devaient être votées par si tu veux, 75%, tu n'arriverais jamais à faire aucune réforme. Ça serait impossible. Donc là, tu ne veux pas. Donc si tu dis que toutes les lois sont sujettes à 75% de majorité, tu votes aucune réforme, tu ne fais rien du tout. C'est l'immobilisme absolu. Si maintenant, même les changements constitutionnels, tu les mets à 50, là tu vas trop dans l'autre sens, parce que là, du coup, tu donnes la possibilité de changer la Constitution facilement, et du coup, l'exécutif en place peut décider de rester pour toujours et changer la Constitution. Donc tu vois bien qu'on l'a déjà dans l'histoire des règles de vote, en disant majorité simple pour les lois, enfin, majorité simple pour les lois ordinaires et majorité qualifiée pour les lois constitutionnelles, ben c'est déjà, on voit bien déjà qu'il y a l'arbitrage, d'accord? Voilà, donc tu sais que pour les modifier la Constitution, il faut 3/5 des députés et des sénateurs, mais pas pour les lois ordinaires, d'accord? Parce que tu veux rendre possible la mise en place de réformes, mais de limiter fortement la possibilité de modifier la Constitution à la guise de l'exécutif, d'accord? Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a une autre chose, c'est le règle du status quo. Ça aussi, c'est très important, le status quo. Qu'est-ce que tu fais si tu ne te mets pas d'accord sur le budget, par exemple? Eh bien là, il y a eu une différence entre la 4e et la 5e République. Qu'est-ce qui se passait avec la 4e République? Si le Parlement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un nouveau budget, le budget de l'année précédente était automatiquement reconduit. Ça, c'était la règle sous la 4e. Qu'est-ce que fait De Gaulle et Debré? Ils disent non, 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 ça c'est terminé. Si vous n'arrivez pas à faire un accord, c'est nous qui allons choisir le budget. Donc vous avez intérêt à vous mettre d'accord, sinon c'est nous qui décidons. D'accord? Donc évidemment, ce changement constitutionnel a octroyé un avantage certain au pouvoir exécutif, ce qui a permis d'initier une modernisation de l'industrie française, là où les crises constitutionnelles de la 4e République empêchaient une telle modernisation.
Mais malheureusement, ça a aussi favorisé certaines pratiques de corruption, comme par exemple le scandale de la garantie foncière au début des années 70, et ce qu'on appelait les copains, je ne sais pas, je ne veux pas utiliser le terme. Il y a eu des choses, il y a toujours des choses. Voilà. Bon. Aux États-Unis, quand un parti contrôle la Chambre des représentants, il peut contrôler le calendrier législatif en invoquant les close rules, interdisant les amendements et réduisant le temps de débat. Lorsque le parti majoritaire à la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, est le même que celui du président, cette possibilité d'empêcher d'amender les propositions de loi réduit la possibilité du Parlement de jouer son rôle de contre-pouvoir. Donc tu vois à nouveau là comment ils font l'arbitrage, mais ils ne le font pas comme nous. Tu vois, par d'autres outils. D'accord ? Au-delà du mode de scrutin, la façon dont les votes des citoyens sont traduits par le nombre de représentants sont importants. C'est-à-dire, je vais te dire très très simple, il y a le système majoritaire versus le système proportionnel. À nouveau, pour être sûr d'avoir une majorité et de pouvoir gouverner, non seulement la Constitution de la Ve République a imposé cette nouvelle règle de status quo, mais ils ont instauré le scrutin majoritaire. Et le scrutin majoritaire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si un parti a 51% des voix, et qu'il a par exemple 51% des voix partout, il a 100% des députés, quoi. Ça permet au parti majoritaire, qui a même d'une courte majorité, d'avoir une très grosse majorité de sièges à l'Assemblée. Tandis que le système proportionnel ne permet pas ça, puisque le nombre de sièges est exactement proportionnel au nombre de voix. Alors on voit bien, si on compare avec la constitution italienne ou israélienne, etc., en Israël, tu as tout le temps des crises parce qu'ils ont un système proportionnel. Et ils sont tout le temps en train de renouveler, etc. Tandis qu'en France, depuis 1958, tu as quelque chose d'assez stable puisque tu as un système proportionnel, mais évidemment, le système majoritaire permet, si tu veux, fait que si la majorité est du même côté que le président, essentiellement, l'Assemblée nationale devient juste une chambre d'enregistrement. Elle ne devient plus une Assemblée nationale. C'est plus un Parlement où on discute, quoi. Enfin, tu discutes, mais tu n'écoutes pas, quoi. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu veux, mais en même temps, tu fais des choses. Donc, c'est toujours le même arbitrage. D'accord? Voilà. Alors, il y a également la durée, le nombre de mandats. Plus un dirigeant politique reste longtemps en poste, plus il dispose de latitude pour passer des réformes. Cependant, quand le même dirigeant reste en poste pour une longue période, il est plus tentant pour les entreprises en place de faire du lobbying auprès de ce dirigeant. Parce que s'il va rester longtemps, c'est un bon investissement de faire du lobbying. S'il part demain, ce n'est pas un bon investissement. Donc évidemment, d'allonger la durée des mandats, ça peut peut-être permettre de faire des réformes, j'ai plus de temps pour réformer, mais en même temps, ça favorise les comportements de corruption, évidemment, hein, parce que tu investis dans quelqu'un qui va rester longtemps. Ah ben voilà, donc j'ai montré déjà qu'il y a des outils constitutionnels qui déjà vous disent dans quelle mesure, quel est le pouvoir de l'exécutif et le pouvoir de contrôler l'exécutif. Donc déjà, on a vu les règles de vote, le status quo en cas de désaccord à l'Assemblée, la durée des mandats, est-ce qu'on est en majoritaire ou proportionnel, tout ça, c'est des outils constitutionnels. Et tu vois bien maintenant ce que c'est qu'une constitution. Une constitution, c'est un ensemble d'outils pour à chaque fois ajuster cet arbitrage entre donner du pouvoir à l'exécutif et permettre également de le contrôler. D'accord? Alors maintenant, on peut dire, mais voilà, Montesquieu arrive et dit, mais écoutez, n'ayez pas peur que l'exécutif ait trop de pouvoir parce qu'il y a le pouvoir judiciaire qui est là pour le contrôler. Alors là, on va parler des juges. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelait, oh là là, comment s'appelle ce livre de Kahneman ? C'était ? Oh là là, ça me reviendra. Ça me reviendra. Voilà, mais c'est-à-dire que, voilà, donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les juges ? Noise. C'est ça que tu me disais ? Moi, j'entends rien, je suis devenu complètement sourd. Hein. Noise, parce que bruit. Parce qu'en fait, le livre est paru sous le titre anglais, même en français. Il a été traduit en français, et c'est Daniel Kahneman, avec deux co-auteurs. En général, ce qui se passe, c'est quand j'oublie le nom des co-auteurs, ils sont dans la salle. Il dit « C'est moi, monsieur ». Voilà. Ça m'est arrivé une fois avec quelqu'un qui est dans le jury Nobel. Alors, c'est dramatique, mon prix Nobel, c'est foutu, là. Et j'ai dit « C'est monsieur machin avec monsieur truc ». Mais c'est ce truc chez moi, je suis d'ailleurs dans le comité Nobel. Au revoir, monsieur. Bon, terminé. Bon, voilà. Donc, alors, les deux fonctions du pouvoir judiciaire. Les penseurs libéraux, depuis Montesquieu, ont insisté sur la nécessité de l'indépendance du pouvoir judiciaire afin qu'il puisse contrôler le pouvoir exécutif. Les juges remplissent deux fonctions essentielles. Ils interprètent la loi et l'appliquent à des cas
spécifiques et concrets. Ils sont les seuls à disposer du pouvoir de contrôle constitutionnel ou l'autorité d'interpréter la Constitution, de vérifier si les lois sont en accord avec la Constitution et d'invalider celles qui ne sont pas en accord avec la Constitution. Donc je vais parler maintenant des rôles et des limites du pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, très important, l'indépendance du pouvoir des juges est une condition nécessaire à la protection de la propriété privée, par exemple. Elle limite la possibilité pour l'exécutif d'exproprier les rentes. C'est important pour l'innovation. Je vous avais dit, l'innovation, il y a deux choses. Il y a l'innovation cumulative. Deux, on innove pour avoir des rentes d'innovation. Mais si vous êtes chez Mugabe, il n'y a pas d'innovation chez Mugabe, parce que Mugabe, il vient, il vous prend tout. Donc, il faut un système où on dit non, non, tu ne peux pas faire ça. D'accord? Et ça, l'indépendance des juges, c'est très important. D'accord? Voilà. Sinon, tu n'as pas d'innovation, quoi. C'est la condition. Voilà. Et nous, ce n'est pas venu tout seul. Il a fallu la Révolution française et Napoléon pour avoir ça. Et en Angleterre, il a fallu la Glorious Revolution pour avoir ça. Ce n'est pas venu comme ça, d'un coup de baguette magique. Alors, cette indépendance des juges garantit un règlement équitable des litiges, en particulier lorsque des parties bénéficient de faveurs politiques. Le contrôle constitutionnel permet de limiter la possibilité pour les politiciens de passer des lois qui servent leurs intérêts personnels au lieu de l'intérêt général, incluant celles pouvant limiter les droits d'entrée à des jeunes entreprises. Hein, tu peux, toi, être actionnaire ou avoir ta famille actionnaire dans des entreprises et tu veux limiter la concurrence, d'accord? Au Mexique, par exemple, voilà, j'ai vu ça de très très près. Alors, différents systèmes constitutionnels peuvent être comparés à cette aune-là, quoi. C'est-à-dire, tu peux regarder le degré d'indépendance du pouvoir judiciaire, l'étendue de son habilitation à assurer l'accord des lois avec la Constitution. L'indépendance, il y a trois indicateurs. Un indicateur, c'est la durée des mandats des juges siégeant à la plus haute cour du pays, des juges des tribunaux administratifs, le poids des précédents, donc il y a d'abord la durée des mandats, hein, et puis il y a le poids... Il y a le poids des précédents. Est-ce que, par exemple, dans la décision, je suis tenu par ce qui s'est fait avant ou pas? Ça, c'est une chose très importante. Et voilà. Et donc, il y a l'idée d'interpréter. Donc, il y a l'indépendance et l'interprétation de la Constitution. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des normes juridiques? Jusqu'où il y a un droit de contester la constitutionnalité des lois? Alors, par exemple, en France, de 58 à la réforme de 74, vous avez ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Alors, c'est un très beau truc, le Conseil constitutionnel. C'est beau, vous êtes allé, c'est autour du jardin du Palais Royal. C'est collé au Conseil d'État. Mais je peux vous dire que de 58 à 74, il s'y passait absolument rien. Parce que, en fait, il n'y avait que les présidents du Sénat et de la Chambre qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Comme ils étaient de la majorité du président, il n'était jamais saisi. Donc ces gens-là, ils allaient jouer au golf, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils jouaient à la pétanque au Luxembourg, je ne sais pas ce qu'ils faisaient de leur journée, parce qu'ils n'avaient aucun travail à faire. Enfin, vraiment, voilà. Et puis tout d'un coup, il y a eu une réforme en 1974, ça faite par Giscard, en fait. Et depuis la réforme, n'importe quel groupe de 60 députés ou 60 sénateurs peut faire appel au Conseil constitutionnel. Et alors là, on a vu beaucoup de contestations. Et là, le Conseil constitutionnel est devenu un véritable contre-pouvoir. Donc il y avait dans la Constitution de 58 le Conseil constitutionnel. La question, c'est qui pouvait saisir le Conseil constitutionnel? Et c'est qu'en 1974 que cet organe, que cette possibilité est devenue une réalité, quoi. Voilà, d'accord? Alors, Giscard, moi j'ai vu une émission, on interrogeait Giscard, et je ne vais pas vous l'imiter, ce ne serait pas le vin, mais Giscard disait que 68, ça l'avait beaucoup influencé, quoi. Il a été très marqué par 68. Et il a pensé à mai 68, il disait dans cette interview, quand il a mis en place cette réforme. Il disait il faut davantage de démocratie. Et il sentait bien que là, il y avait un outil possible pour accroître la démocratie. Je crois qu'en 74, la modernisation de Giscard, c'était quand même une réponse à 68, tout en restant dans le système. Tu vois ce que je veux dire? Je ne change pas le système économique, je libéralise, etc., je modernise, mais je réponds à 68. Donc il y a eu l'avortement, mais il y a eu ça également. On parle beaucoup de l'avortement, mais beaucoup moins de ça. Alors, donc là, il y a eu... alors, il y a donc là, j'ai mes collègues, Schleifer, Laporta, etc. D'ailleurs, Schleifer, il n'y a pas de C, c'est S-H-L-E-I-F-E-R. Les auteurs ont produit une analyse comparative des systèmes légaux et des caractéristiques constitutionnelles de 71 pays. L'étude n'est pas causale, c'est des corrélations, mais elle a le mérite de montrer des corrélations intéressantes entre des variables de liberté économique, par exemple le droit de propriété privée, et des libertés politiques, indices démocratiques, avec des variables judiciaires, notamment niveau de contrôle constitutionnel. Et ce qu'ils trouvent, c'est que les pays où l'indépendance du pouvoir judiciaire est la plus forte sont également les pays où la propriété privée est le plus protégée,
et les pays où il y a le moins de formalités administratives pour créer une entreprise. C'est-à-dire qu'on facilite l'entrée de nouvelles entreprises. C'est intéressant. Donc ils ont relié des caractéristiques du pouvoir judiciaire à des caractéristiques à la fois politiques et économiques. Et donc, c'est des choses intéressantes. On met l'économie et le droit ensemble. Le droit et l'économie, c'est une parenthèse que je fais. Quand j'étais à Harvard, il y a un séminaire tous les lundis de Law and Economics, de droit et d'économie, où des juristes et des économistes interagissent. En France, ça n'existe quasiment pas, quoi. Il y a Paris 2 un petit peu, et ça n'existe, il n'y a pas. C'est très curieux. Alors qu'on enseignait le droit dans les cours d'économie avant. Et Law and Economics, ça ne se fait pas. Alors que dans les domaines de la concurrence, droit de protection des droits de propriété intellectuelle, environnement, droit du travail, ça intéresse à la fois des juristes et des économistes. Ils devraient interagir. Et bien chez nous, il n'y a pas du tout comme dans les pays anglo-saxons où il y a vraiment ces séminaires de Law and Economics. Voilà. Petite parenthèse. Alors la vision du pouvoir judiciaire comme contre-pouvoir est particulièrement efficace, se heurte à la mise en évidence de biais. Et c'est là qu'on va arriver à là, je vous ai parlé de l'importance des juges, et qu'il y a une manière d'organiser le pouvoir judiciaire qui le rend d'autant plus effectif, efficace. Mais il y a des limites. Et là, on rentre dans le monde de Kahneman, hein, et al. Biais politique, biais médiatique, biais économique, biais psychologique. Alors je vais parler un peu des biais. Alors, il y a eu, par exemple, une étude qui se livre à une synthèse, enfin, un article qui se livre à une synthèse de 84 études empiriques qui analysent le lien entre appartenance des juges à un parti politique et le comportement lors des jugements aux États-Unis. Il conclut que l'opinion république selon laquelle le parti politique est un critère fiable en matière d'idéologie judiciaire est vérifiée. Les juges démocrates sont plus tolérants que les juges républicains dans leurs décisions. Voilà. L'appartenance à un parti en contrôlant... Après, ça varie d'un tribunal à l'autre, et ça varie d'un sujet de litige à l'autre, mais en faisant abstraction du fait que ça varie d'un tribunal à l'autre et d'un sujet à l'autre, en moyenne, l'appartenance à un parti explique 38% de la variance inexpliquée sur les décisions des juges. L'appartenance politique, par exemple, ça veut dire que inexpliquée, ça veut dire que ce n'est pas le cas lui-même qui explique, c'est autre chose, quoi. D'accord? Eh bien, l'appartenance politique explique beaucoup. Elle a une influence beaucoup plus forte sur les tribunaux fédéraux. La part de la variance inexpliquée est de 31% dans les tribunaux des États et de 48% dans les tribunaux fédéraux. Mais quels sont les effets économiques de ces biais? Alors là, il y a eu, par exemple, un article de Cahu, Carcio et Pato qui regarde la chose suivante. Quelles sont les conséquences pour les entreprises d'avoir des juges plus favorables aux employés, par exemple? D'accord? Et ils exploitent des données sur la mobilité des magistrats au sein des chambres sociales, et ils calculent un biais pro-employé ou pro-employeur de chaque juge. Et ils estiment l'effet de ces biais. Ils trouvent que le biais pro-employé a un effet positif et significatif sur la probabilité de liquider l'entreprise, mais négatif et significatif sur le taux d'embauche. Donc on a tendance à embaucher moins quand tu as des juges pro-employés, parce que l'idée c'est que quand tu as embauché quelqu'un, tu es obligé de garder la même personne, parce que tu sais que tu es en face de toi. Alors par contre, tu auras plus de chance, si tu veux changer, bah, tu liquides ton entreprise pour créer quelque chose de nouveau et embaucher quelqu'un d'autre. Donc ça, il montre ce biais-là. Voilà. Alors il y a un autre sur les biais. Alors maintenant, il y a le biais médiatique. Là, j'ai parlé de l'économie, je vais parler du biais médiatique. Arnaud Philippe et Aurélie Housse utilisent des données françaises afin de déterminer si les nouvelles traitées dans les médias influencent les jugements. Leur étude porte sur les cours d'assises qui sont composées d'une minorité de juges professionnels et d'une majorité de jurés tirés dans la population. Les auteurs se concentrent sur les jugements rendus le lendemain d'une forte couverture médiatique d'affaires criminelles. Et c'est important, ils voient la chose suivante. Vous voyez, regardez. Ils trouvent qu'une plus grande couverture médiatique la veille d'un verdict augmente significativement la durée des peines. Donc, c'est-à-dire que le juge, la veille, il est chez lui devant sa télévision, et ça va influencer ce qui se passe le lendemain, quoi. C'est assez terrifiant quand même, hein. Vous voyez que là, on regarde le nombre de jours avant le verdict. Et si c'est le coverage, et on voit comment le crime a été couvert, et tu vois que si c'est la réponse à la couverture médiatique, et elle est énorme un jour avant, quoi. Donc si un jour avant, on couvre le crime, eh bien ça va influencer énormément le juge le lendemain, quoi. Donc les médias ont une énorme influence sur les juges, d'accord? En revanche, les peines sont significativement moins lourdes après couverture d'erreurs judiciaires. Qu'en est-il de l'effet de la couverture médiatique sur les juges professionnels? Pour ça, on s'intéresse aux délits relevant des affaires correctionnelles, jugées sans jury populaire. À ce moment-là, la couverture médiatique n'a aucun effet significatif sur le jugement des juges professionnels. Enfin, c'est quand même rassurant, ça. Voilà.
Alors là, il y a une autre étude, le biais économique. Ioana Marinescu a conduit une étude utilisant des données sur l'équivalent des prud'hommes au Royaume-Uni. Elle étudie les cas de litige autour de licenciements abusifs et cherche à savoir si le contexte économique a une influence sur le jugement rendu. Et elle trouve qu'une augmentation du taux de chômage et ou du nombre des faillites réduit significativement la probabilité que le juge décide en faveur de l'employé. Tout à l'heure, j'avais regardé le fait d'avoir l'effet de juge pour employé sur la liquidation. Là, je regarde une causalité inverse. Je regarde est-ce que la conjoncture économique influe sur la probabilité d'avoir que les jugements soient pro-employés. Et ce qui se passe, c'est que dans les récessions, comme on a peur qu'il y ait beaucoup trop de faillites, on va plus du côté des employeurs. Mais quand il n'y a pas la récession, on va plus du côté des employés. C'est intéressant de voir comment les biais évoluent eux-mêmes le long du cycle économique. D'accord ? Voilà. Alors les biais plus psychologiques, alors là, quand vous allez voir ça, vous allez être terrifié d'aller devant un tribunal. Hein. C'était terrifiant quand ils pensent. Voilà. Un premier biais psychologique, c'est l'illusion du joueur. Je ne sais pas si vous avez déjà joué. Vous êtes déjà allé dans un casino. Moi, si j'étais une fois dans un casino, je suis resté 5 minutes, j'avais perdu 30 €, je suis sorti tout de suite, parce que j'ai compris que c'était foutu, quoi. J'avais rien de... Voilà. Je crois que tu connais l'histoire. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'illusion du joueur, c'est que quand tu lances une pièce au hasard et que tu tombes sur face 3 fois de suite, tu as tendance à te dire que tu as plus de chances que le prochain coup, tu obtiennes pile. Or, c'est une illusion. La probabilité est toujours 1,5. Si le truc n'est pas pipé, tu as toujours une chance sur 2 que le prochain lancer te donne un pile, puisque les lancers sont indépendants. Donc, normalement, tu ne devrais absolument pas tenir compte de tes lancers précédents. Tu devrais te dire que les juges devraient savoir s'imprégner de cette chose-là. Or, ces auteurs-là appliquent ce biais à la façon dont les juges traitent les demandes d'asile. Et ils trouvent une autocorrélation négative dans les prises de décision des demandes d'asile, qui n'a rien à voir avec les caractéristiques des dossiers. Si les jugements passés n'avaient pas d'influence sur les jugements présents et futurs, ils ne devraient pas avoir d'autocorrélation. Mais ce qui se passe, c'est que l'idée est la suivante. Je suis juge, j'ai accordé beaucoup l'asile, je ne veux pas être considéré comme trop indulgent, donc demain, quel que soit le dossier, je dis niet, quoi. Tu vois? Ou le contraire. Donc, la manière dont j'ai statué sur l'affaire précédente va affecter à tort la manière de statuer sur l'affaire actuelle. Et ils mettent en évidence, d'une manière générale, beaucoup d'autocorrélations négatives comme ça dans les jugements. C'est embêtant. Donc, vous arriviez au bon moment. Hein. Quand vous avez un jugement, demandez à... Toutefois, comme pour les médias, ce biais peut être réduit grâce à l'expérience des juges. Par exemple, il y a d'autres biais des juges. Alors là, on est vraiment dans le monde de Kahneman. Et, par exemple, il y a les biais liés à la fatigue. Les juges sont plus indulgents avant le déjeuner et vers la fin de la journée. Essayez de passer en fin de journée. Hein. Si vous avez fraudé, si vous avez fait des... je ne vous encourage pas à le faire. Mais essayez de vous assurer, faites-vous porter malade si le jugement est tôt le matin. Ça, c'est pas bon du tout, là. Donc, essayez voilà. Donc, là, c'est la fatigue. Ils ont tendance à être plus indulgents. L'âge, apparemment, les juges semblent être un peu plus indulgents en vieillissant. L'influence des défaites, alors ça c'est très important, les défaites de l'équipe de foot, ça c'est fondamental ça. S'il y a eu une défaite de l'équipe de football la veille, ça c'est très très mauvais quoi. Essayez d'éviter, remettez votre jugement, dites que vous êtes malade. Voilà. Indulgence plus grande si le procès a lieu le jour de l'anniversaire de l'accusé. Ça c'est... Voilà. Comment limiter ces biais ? Donc, évidemment, comment tu peux limiter ces biais? Une manière, c'est d'informer les juges sur le fait qu'ils sont plus exposés. Ça pourrait peut-être les aider, mais ça peut prendre du temps. Et il y a sinon le machine learning. Et c'est ça qui est génial, la machine est meilleure que les juges. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. La machine est meilleure. Terrible, hein? Donc, le machine learning peut permettre d'identifier des juges sujets à fort biais et donc leur consacrer plus de temps pour les former. Peut-on même envisager d'utiliser le machine learning comme aide à la décision? Pour ça, il faudrait connaître les forces et les faiblesses de ces algorithmes afin de pouvoir évaluer leur pertinence, en tout cas leur performance en prévision d'une utilisation éventuelle par des juges. Donc il y a des gens qui ont commencé à faire ça, donc, notamment mon ex-collègue Sandil Mullainaitan, qui compare les décisions des juges et les prédictions automatiques des algorithmes dans le cadre des décisions de justice pénale. Et vous allez voir que l'algorithme fait mieux que les juges. Terrifiant, hein? Donc je continue. Chaque année, alors voilà, donc la chose c'est la suivante. Chaque année, 10 millions de personnes sont arrêtées aux États-Unis. Après arrestation, les juges décident de garder les accusés en prison en attendant leur procès ou de les laisser partir. Pourquoi des fois on décide de les garder? Parce qu'on a peur de récidive. Tu vois, on veut aussi qu'ils reviennent, quoi. Donc on a peur qu'ils partent et quitte à ce qu'ils récidivent et qu'ils ne reviennent pas. Bon.
Et les auteurs veulent donc évaluer si un algorithme peut permettre de prédire si un accusé a une forte probabilité de ne pas se présenter à son procès au cas où tu l'aurais libéré et de n'incarcérer que les gens dont tu penses vraiment qu'ils ne se représenteraient pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que tu veux éviter, tu as un gros problème de surpopulation carcérale. Il y a trop de gens dans les prisons. On n'a pas assez de prisons. D'accord? Donc, ils mobilisent des données sur 750 000 personnes arrêtées à New York, dans l'État de New York, entre 2008 et 2013. Ils ont des informations sur les antécédents des individus, qui sont les mêmes que celles des juges, et ils ont un algorithme, à partir des antécédents, de dire « je prédis ». Et là, du coup, celui-là oui, celui-là non, tu vois. Et du coup, ils peuvent, si tu veux, ils peuvent du coup prévoir, si tu veux, ce qui se passerait. Ils peuvent utiliser l'information sur les antécédents avec le machine learning pour prédire ce qui se passerait après. Alors la notion de crime ici est définie comme le fait de ne pas se représenter à son procès. Donc ils essaient de voir, étant donné le passé de cette personne, quelle est la probabilité que je lui assigne de ne pas se représenter. Et le machine learning te le fait très bien, d'accord? Alors là, c'est pas se représenter, ça pourrait être dire je récidive, hein, c'est un peu la même chose. Alors, grâce à l'algorithme, on peut prédire les probabilités de crime au sens de ne pas se représenter pour chaque accusé. Et la règle de décision, c'est d'emprisonner les accusés qui présentent les risques les plus élevés de ne pas se représenter. Tu payes une barre et tu dis au-dessus de cette barre-là, hein, je mets un seuil, au-dessus de ce seuil, prison, au-dessus de ce seuil, pas. Alors, je ne sais pas où tombe le maire de Levallois, au-dessus, au-dessous. Bon. Alors, comment les décisions de la machine se comparent-elles à celles des juges? Alors, la réponse, a priori, n'est pas évidente. Les juges ont accès à des informations qui ne sont pas dans le dossier, comme par exemple le comportement de l'accusé dans la salle d'audience. D'accord? Mais malgré tout, tu vois, regarde, si c'est le machine learning, tu regardes là le crime prévu et le crime actuel, et tu vois que c'est parfaitement la droite de 45 degrés, quoi. C'est magnifique, quoi. Voilà. Et maintenant, tu passes au vrai juge, et là, catastrophe absolue. N'allez plus. Essayez d'éviter d'aller chez des juges. Regarde l'horreur que c'est. Les juges libèrent 50% des accusés dont le risque de crime prévu dépasse 60%. Mais ils emprisonnent 30% des accusés avec un risque de criminalité de seulement 20%. Aïe, 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 aïe. Very bad, very bad. Alors, du point de vue de l'algorithme, échanger. Donc, en fait, l'algorithme te dirait de dire, voilà, tu échanges, entre guillemets, des accusés à haut risque de crime contre des accusés à faible risque. Et comme ça, tu maintiens la population carcérale à un niveau fixe, mais tu réduis le taux de criminalité. Et c'est ça que tu fais, quoi. Tu vois, tu as un taux de libération, et voilà, et tu as la relation entre taux de libération et le risque de prime prédit. Alors, la criminalité pourrait être réduite en fait de 25% sans modification du taux d'emprisonnement si tu utilisais leur machine learning. Tu te rends compte? Et les populations carcérales pourraient être réduites de 42%. Donc, une des manières de voir, c'est de dire je ne touche pas la population carcérale, mais je réduis de 20%. L'autre manière, c'est de dire sans affecter le taux de criminalité, je peux réduire la population carcérale de 42% et faire des grosses économies, tu vois. Voilà. Donc l'explication, c'est que les juges peuvent être affectés par des indices dans la salle d'audience, le comportement de l'accusé, qui n'ont rien à voir qui n'ont rien de prédictif sur les taux de criminalité, tu vois. Et c'est pas forcément des éléments que tu as envie. Tu as des gens qui peuvent s'énerver, quelle que soit la raison, les gains prévisionnels introduits par le machine learning sont substantiels. Voilà. Donc, nous avons évoqué le pouvoir judiciaire. Je crois que j'ai fait tomber quelque chose là. Je n'ai rien fait tomber. Si, c'est ça. Oh là 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 là. C'est mon micro qui a tombé. Drame. Alors, je dois remettre mon micro. Ça, c'est embêtant. Mais ça, je vais y arriver. À moins que quelqu'un vienne m'aider. Ah, voilà, je crois que j'y arrive comme un grand. C'est bon là? Ça marche? Comme un grand. J'ai fait ça tout seul. Je suis très étonné. En général, elle n'arrive pas. Oui, applaudissez. C'est très... Voilà. C'est bon, là, comme ça? C'était à peu près bon. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Nous avons évoqué le rôle du pouvoir judiciaire pour contrôler le pouvoir exécutif. Mais dans son application concrète, les acteurs sont sujets à de nombreux biais. L'expertise des juges ainsi qu'une formation adéquate peut permettre de réduire ces biais. Mais malgré les réticences à s'exposer au jugement des machines, les algorithmes pourraient en faire partie d'un éventail d'outils permettant de limiter le biais des acteurs du pouvoir judiciaire. Mais on voit bien que quand même, on revient à Montesquieu. Montesquieu avait raison de dire il y a le pouvoir judiciaire, tu as l'exécutif, mais en même temps, voilà, Mais tu vois bien qu'en même temps, il y a des limites de ça, puisque je parlais toujours de l'exemple de la Colombie, qui a la même constitution que la France. Bon, maintenant, c'est peut-être en train de changer un peu,
Mais c'est pas du tout le même genre de pays que nous, quoi. Et ils ont la même constitution que nous, donc où est l'erreur, quoi, tu vois. Et ce qui leur manque, c'est la société civile. Enfin, c'est là qu'il y a la différence, quoi. Parce que la constitution, elle est la même que nous. C'est une copie exacte de la nôtre. Donc voilà, donc c'est intéressant. On voit, c'est quand même le rôle des juges, mais il y a quand même limite dans le rôle des juges. Il y a des biais chez les juges. Et puis on sait que voilà, la Constitution est un contrat incomplet, donc c'est un contrat incomplet. Qu'est-ce qui garantit que ça va être appliqué, quoi? Donc c'est là que la société civile joue un rôle très important. Alors je vais vous parler de 3 choses. Ça sera la fin du cours après. C'est extension du droit de vote, rôle des médias et corridor étroit. Dans le corridor étroit, c'est la dernière partie de la présentation. Alors, l'extension du droit de vote, Daron Acemoglu et James Robinson ont émis l'idée que l'extension du droit de vote a été une façon d'éviter des révoltes et des révolutions. Donc, ils développent un modèle théorique, je ne vais pas vous embêter avec des équations dans ce cours, qui permet de rendre compte de nombreux épisodes d'extension de droit de vote, notamment au Royaume-Uni au cours du XIXe siècle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'en 1832, seule une élite oligarchique avait le droit de vote en Angleterre, d'accord? Et puis, ce qui s'est passé en 1832, c'est qu'on permet à d'autres gens de voter, mais s'ils dépassent certains seuils de richesse, c'est un vote censitaire, quoi. Si tu dépasses certains seuils de richesse et de propriété, là, tu abaisses les seuils, quoi. Donc, tu étends le droit de vote. Et en fait, c'est une personne sur 7 qui peut voter à ce moment-là, d'accord? En 1867, le droit de vote est étendu à nouveau à tous les hommes vivant en zone urbaine et dotés de propriétés immobilières. Ensuite, en 1984, le droit de vote est étendu aux propriétaires immobiliers vivant à la campagne. Et en 1919, tous les hommes de plus de 21 ans et toutes les femmes de plus de 30 ans, c'est incroyable, obtiennent le droit de vote. Ouais, pourquoi pas 50 non. Voilà. Alors, et voilà, donc tu as l'extension du droit de vote. Et donc tu as l'extension progressive. On dit extension of the franchise, tu vois, tu dis en anglais, voilà, tu vois. Voilà. Et alors pourquoi? Alors eux, leur théorie, c'est de dire, en fait, pourquoi l'élite britannique a-t-elle étendu le droit de vote, qui finalement conduit à une perte d'une partie de son pouvoir politique et économique. Parce que l'idée, c'est un moyen crédible de t'engager que tu vas mettre en place des services publics et un système de redistribution pour avoir la paix sociale. Donc moi, je viens, je te dis, je te promets que je fais telle chose. Et alors évidemment, toi, tu as outre la révolution, c'est-à-dire que je veux pouvoir m'engager sans qu'il y ait recours à la révolution, quoi. Donc je veux rendre crédible. Et c'est évident que comme c'est beaucoup plus facile de voter contre moi que de faire une révolution, ça veut dire que pour moi, j'ai beaucoup plus de chances de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Tu vois, parce que, évidemment, tu peux toujours faire la révolution contre moi, mais vous allez avoir des morts, quoi. Tu vois, c'est pas facile de faire une révolution, tu vois, et ça va être coûteux pour tout le monde. Tandis que si il y a le vote, si tu veux, c'est quelque part, ça peut permettre de m'engager que je vais faire la chose, parce que si je ne la fais pas, tu vas voter contre moi. Et donc, il y a plus de chances que je fasse la chose, et donc il y aura plus de paix sociale, puisque tu vas me faire confiance, tu vas me laisser le temps de le mettre en place. Parce que tu sais que j'ai une sanction crédible si je ne le fais pas. Et c'est ça leur théorie de l'extension du droit de vote. Mais c'est intéressant parce que c'est la société civile, c'est la menace de la société civile. Tu as la société civile qui dit, voilà, si tu ne le fais pas, je peux aller là. Mais moi, ce que je fais, c'est que je te donne des droits de vote, donc je t'augmente ta capacité d'agir hors révolution et révolte, quoi. Ce qui rend plus crédible que je vais faire les choses. Tu vois, c'est intéressant comme raisonnement. Vous voyez comment ça marche ? D'accord? J'augmente ma crédibilité de faire les choses parce que vous pouvez toujours voter contre moi. Avant, vous n'aviez que la révolution, qui était un truc très coûteux. Et donc, il y avait moins de chances que je le fasse, et donc il y avait plus de chances qu'il y ait une révolution. Maintenant, comme je m'engage à faire la chose et que je sais que si je ne le fais pas, vous votez contre moi, eh bien, je vais le faire. Du coup, il y aura moins de révolution de toute façon. En tout cas, vous ne voterez pas contre moi et il n'y aura pas de révolution non plus. Voilà, donc, pour rendre la promesse crédible, il était nécessaire d'octroyer également des droits de contrôle à la société civile afin qu'elle puisse s'assurer du respect du contrat. D'accord ? Moi, j'ai appliqué cette idée avec Tirole à la théorie des organisations pour pouvoir être crédible, que je délègue du pouvoir, ben, je donne de l'autorité formelle à l'intérieur de mon entreprise à des personnes qui sont dans les échelons inférieurs de l'entreprise. Et c'est également une manière de m'engager à faire certaines choses. Alors, plus généralement en Europe, il y a ces deux autres
qui ont testé cette hypothèse auprès de 12 nations européennes sur la période 1820-1938. Leur étude analyse les effets de la menace d'une révolution sur l'extension du droit de vote dans un pays. La mesure du droit de vote est le droit de vote ou l'étendue du droit de vote, elle est mesurée par la part de la population ayant le droit de voter à des élections législatives. La menace d'une révolution est mesurée par l'occurrence d'une révolution dans un ou plusieurs pays voisins en se basant sur l'idée que les révolutions peuvent s'étendre d'un pays à l'autre. Donc si tu veux, tu peux dire j'ai menace de révolution, si je vois qu'autour de moi il y a eu des révolutions, eh bien je pense que là il y a une forte probabilité que ça fasse tache d'huile et qu'il y ait contagion à mon pays. D'accord ? Et ce qu'il trouve, c'est que la menace d'une révolution a un effet significatif, une plus grande menace de révolution, eh bien, a un effet positif significatif sur la probabilité d'étendre le droit de vote dans un pays. En moyenne, un événement révolutionnaire, quelque part en Europe, a pour effet à court terme d'augmenter la fraction de la population ayant le droit de vote de 2%. Quelques événements révolutionnaires notables, la Révolution de Juillet, le Printemps des peuples, France, Autriche, Hongrie, Italie et autres, la Révolution d'octobre, et chacune de ces révolutions a eu des impacts sur les autres, sur les tensions de droit dans les autres pays, dans les pays voisins. C'est intéressant, hein? Voilà. Alors ici, l'exécutif, moi ce que je disais tout à l'heure, c'était que en 2008, Nicolas Sarkozy propose une réforme constitutionnelle sans être motivé par la peur d'une révolte et d'une révolution. Cette réforme renforce le pouvoir de l'opposition parlementaire, en particulier en lui permettant de faire appel au constitutionnel pour qu'il évalue la constitutionnalité d'une loi a posteriori, même si elle est déjà entrée en vigueur. Donc ça, c'était encore une manière d'étendre les pouvoirs du Conseil constitutionnel. L'idée générale était d'associer l'opposition à un projet ambitieux de réforme en étendant son pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Et c'est vrai qu'une des choses qu'il a accomplies, c'était de faire ça, c'était d'accroître les droits, les possibilités pour l'opposition. Voilà. Alors je viens maintenant au rôle des médias. Alors là, je passe à quelques slides en anglais parce que je les ai mises un peu tard et donc je n'ai pas eu le temps de les traduire. Mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et en fait, c'est la chose suivante. En Ouganda, et c'est très intéressant parce que la société civile épaule l'État. Là, ça devient un cas où vraiment la société civile aide l'État. Qu'est-ce qui se passe en Ouganda? Le pouvoir central veut en fait introduire un programme d'augmentation de fonds éducatifs. Ils veulent vraiment faire une révolution dans le système éducatif. Donc ils veulent octroyer des moyens à l'école. D'accord? Mais le problème, c'est que tu as l'État central et tu as la société civile. Enfin, tu as l'État central, tu vois, tu as l'État central, et puis tu veux toucher les écoles. Et tu veux donner de l'argent aux écoles. Donc la manière dont tu peux procéder, c'est de dire je vais donner l'argent et je vais être sûr qu'il arrive. Le problème, c'est qu'au milieu, il y a plein d'intermédiaires qui se remplissent les poches, surtout dans des pays comme ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc l'argent n'arrive pas dans les écoles, d'accord? Donc qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là? Tu vois, donc par exemple, dans le milieu des années 90, l'école en moyenne recevait 20% des montants qui étaient octroyés par le gouvernement central. La plupart, les 80% restants, eh bien, étaient appropriés par des gouvernements, des officiels locaux, quoi, des agents intermédiaires, tu vois, qui gardaient l'argent pour eux-mêmes. Donc, évidemment, tu as deux manières avec ça. Une manière, c'est que tu peux dire, je fais intervenir la police et la justice, mais elle-même, elle est corrompue dans ces pays-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne le fait pas, quoi. Parce qu'eux-mêmes sont achetés, quoi. Tu comprends? Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est très intéressant. Ils ont fait une campagne par les médias et ils ont dit, voilà, il va y avoir des montants, voilà ce que nous allons donner, de façon que les parents, la société civile, qui est notamment les parents d'élèves, ok, puissent voir que rien n'arrivait dans les écoles. Et à ce moment-là, ils dénonçaient. Et à ce moment-là, ça remettait en cause la réélection du politicien local. Donc, ce qui est très extraordinaire, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on croit toujours que davantage de pouvoir à la société civile, c'est un jeu à somme nulle entre le pouvoir de l'État et le pouvoir de la société civile. Mais voilà un exemple où ça n'a pas été un jeu à somme nulle. En renforçant, en jouant sur les médias et l'information de la population civile, l'État a renforcé l'efficacité de son action. Parce que davantage d'argent est arrivé aux écoles. C'est intéressant comme truc. Tu vois, comme quoi, il faut jamais... Il y a des gouvernants qui ont peur toujours de la démocratie, alors qu'en fait, ils ont besoin de la démocratie. Voilà.
Hein, d'accord? Donc d'habitude, les programmes anticorruption, c'était la police, la justice, etc. D'accord? C'était une approche de haut en bas, le top-down. Mais le problème, c'est que ces agents eux-mêmes étaient en général sujets à corruption. Donc c'est là qu'ils ont dit, on va faire par en bas, au lieu qu'ils soient monitorés par en haut, ils vont être monitorés par en bas. Et il va falloir, c'est par la société civile, et on va informer la société civile avec des campagnes d'information. Et suite à la campagne d'information, eh bien, au lieu qu'il n'y ait que 20% qui leur arrivent, je crois qu'il y a 70% des fonds qui leur sont arrivés. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, quoi. Voilà. D'accord? Donc, ils ont donc la campagne, donc on donne l'information où les fonds sont transférés, et donc les professeurs et les chefs d'établissement et les parents il va monitorer l'administration locale, et après ils peuvent sanctionner en faisant des plaintes verbales, des plaintes, enfin des sanctions électorales, et puis évidemment c'est la carrière de ces gens-là, des intermédiaires, qui est remise en cause, d'accord? Et donc ils regardent, ils ont un survey, ils ont d'abord un survey avant la campagne, et on voit que 20% arrivent, ils ont un deuxième survey après la campagne. Et ce qui montre, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont couvertes, et on voit qu'en moyenne, tu passes de 20% à 80% des fonds qui arrivent aux écoles grâce à l'intervention de la société civile nourrie par les médias. Donc ça, c'est un bel exemple, tu vois, pour expliquer à beaucoup de dirigeants qu'ils n'ont pas à craindre les médias, que les médias peuvent aider à ce qu'en fait, leur action, ce qu'ils décident soit suivi de fait, quoi. Voilà. Alors je vais passer maintenant à un autre exemple, c'est le Brésil. Au Brésil, à nouveau les audits au Brésil. Alors, je mentionne donc les médias et le rôle de dissémination à nouveau des médias et d'amplification de l'information. Donc, ces auteurs effectuent une étude sur des municipalités brésiliennes sujettes à un audit aléatoire visant à établir le niveau de corruption des élus. Et l'idée est de montrer que lorsque les médias relaient l'information relative à la corruption des élus, la performance électorale de ces derniers s'en trouve négativement affectée, signe que la société civile gagne en pouvoir. Donc il y a eu un vaste programme anticorruption en 2003 dans lequel les municipalités brésiliennes ont été auditées, et les audits portaient principalement sur l'utilisation des fonds fédéraux, et leurs résultats pouvaient être relayés dans la presse locale. Les auteurs utilisent une méthode de difference in difference, c'est-à-dire tu compares les résultats électoraux aux élections municipales entre les municipalités pour lesquelles le rapport d'audit a été rendu public par les médias avant l'élection et les municipalités pour lesquelles le rapport d'audit a été rendu public après l'élection. D'accord ? Les auteurs récupèrent une série de rapports et identifient la corruption des élus. Voilà, et par exemple 3 types d'irrégularités: fraude d'attribution des marchés publics, détournement de fonds, surfacturation, etc. Ils mesurent l'exposition médiatique par le nombre de stations de radio dans une municipalité, et ils montrent que la radio, d'ailleurs ils soulignent que la radio est le média le plus important pour la politique locale, et que les programmes locaux sont essentiellement diffusés sur les stations AM, mais pas modulation de fréquence, d'accord? Donc, alors, il montre que l'audit en soi n'a pas d'effet sur le résultat électoral, mais la mesure de corruption interagit avec le fait d'être audité, c'est-à-dire la probabilité de réélection diminue davantage avec la mesure de corruption dans les municipalités auditées, évidemment. Mais c'est surtout vrai quand tu as eu l'exposition médiatique, tu vois ce que je veux dire? Si tu as été audité, t'es corrompu, et la campagne a lieu avant l'élection, alors là, boum, là, tu es grand truc. C'est ça qu'il faut, c'est ça le tueur, tu vois. Et tu vois là, tu vois que si l'audit était, donc tu vois, avec la corruption, tu es toujours, évidemment, la probabilité de réélection baisse avec la corruption, mais tu vois qu'elle baisse surtout avec l'intensité de corruption, là où les audits ont été rendus publics avant l'élection, pas ceux où ils étaient rendus publics après. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'il y ait vraiment la corruption qui ait lieu, c'est le fait qu'elle se sache qui a été très important. D'accord? Donc l'effet négatif de la mesure de corruption sur la probabilité de réélection est le plus fort dans les municipalités, avec une forte exposition. D'abord là où l'audit a été fait avant, et il montre également que c'est dans les endroits où c'était avant, dans les endroits où tu as une forte exposition à des radios. Tu vois? C'est vraiment là que l'effet est le plus fort, là, cette courbe-là, c'est-à-dire que tu as vraiment ces pre-election audit avec radio. Tu vois, c'est vraiment là que là, c'est dramatique. Donc la dissémination de l'information sur la corruption à travers les médias a un effet négatif sur la performance électorale, l'effet bien plus prononcé dans les endroits bénéficiant d'une bonne couverture de radio. Les politiciens qui se sont révélés extrêmement corrompus ont été punis, alors que ceux non corrompus ont été électoralement récompensés. On voit le rôle positif des médias dans l'amélioration de la sélection en politique.
D'accord. Bon, une autre illustration du rôle positif des médias, évidemment, ça vous connaissez, Abu Ghraib. En 2004, la chaîne d'information CBS reçoit des photos et vidéos montrant comment les forces américaines maltraitent leurs détenus. Le plus haut gradé de l'armée américaine a donc contacté le média en lui demandant de ne pas diffuser ces informations, au moins temporairement, pour ne pas mettre en danger les troupes américaines présentes sur le terrain. Cependant, 3 semaines plus tard, CBS News apprend que le New York Magazine allait publier. Là, c'est l'effet de la concurrence. Tu vois, quand tu as de la concurrence, si je ne le fais pas, l'autre le fait. Allez hop, on y va. Vive la concurrence dans les médias. Et ayant peur de passer à côté du scoop, CBS a publié les photos. Un scandale a éclaté, menant à la prise de contrôle de la prison par les autorités irakiennes et provoqua notamment l'interdiction de l'utilisation de la simulation de noyade lors des interrogatoires. Cette histoire illustre comment la double liberté, indépendance et libre concurrence entre médias donnent corps au contrat social. Très important qu'il y ait concurrence entre médias, évidemment. Voilà. Alors évidemment, on a eu le contraire, je parle à nouveau de la pandémie. Conscient du rôle clé détenu par les médias dans l'établissement du pouvoir de la société civile, de nombreux régimes à tendance autoritaire ont profité de la crise pour contrôler les médias. En Chine, les exemplaires du journal officiel contenant l'interview de Eyfen, directrice des urgences de l'hôpital central, ont été confisqués. En Turquie, le président Erdogan a accusé les médias d'être plus dangereux que le virus et de mener une guerre pour leur propre pays. En Hongrie, le Parlement a accordé au Premier ministre Orban le droit de gouverner par décret sans limite de temps, imposer une peine allant jusqu'à 5 ans de prison pour répandre de fausses informations sur le virus ou ces mesures prises par le gouvernement. On voit comment la crise sanitaire a pu donner une opportunité au régime autoritaire de récupérer encore plus de pouvoir aux dépens de celui de la société civile. Alors je parle maintenant, je vais terminer avec le corridor étroit, avec cette idée de corridor étroit, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut l'État et il faut de la société civile. Mais il y a toujours le danger qu'il y en ait trop de l'un et pas assez de l'autre, d'accord? Donc, quel est un peu le... Et là, il y a un autre livre donc, de Acemoglu et Robinson qui s'appelle le corridor étroit. L'idée générale de l'ouvrage réside dans une lutte permanente entre le pouvoir de l'État et celui de la société civile, dans lequel un équilibre fragile ou un équilibre fragile entre les deux permet l'émergence de la liberté. Cette relation de lutte mutuelle entre les deux doit se développer au sein d'un corridor étroit pour empêcher à la fois d'un côté la guerre de tous contre tous, c'est pour ça qu'on veut de l'autorité, et de l'autre côté le despotisme. Et c'est toujours la lutte qu'il y a eu pour arriver au juste milieu. Donc comment eux... Donc en fait, alors ils parlent d'abord du Léviathan, ils partent du Léviathan de Hobbes. Alors en pleine guerre civile anglaise des années 1640, Thomas Hobbes assiste à une situation de guerre de tous contre tous. Selon lui, l'homme dans l'état de nature est forcément violent. Donc il n'est pas du tout Rousseau, quoi. Hein. On n'est pas loin s'en faut. Si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis. Et dans leur poursuite de cette fin, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Par peur de mort violente, les individus sont prêts à renoncer à leur liberté, leur LRS, en faveur d'un souverain absolu qui garantira la paix publique. Émergence du Léviathan. D'accord ? Comment le Léviathan émerge-t-il? Hobbes propose 2 itinéraires. Il y en a un qui est le contrat social permettant d'adhérer à la création d'un Léviathan. Une multitude d'individus s'accordent et s'engagent à créer un tel État et à lui déléguer son pouvoir et son autorité. Et puis, il y a ce qui est acquis par la force. Donc ça, il y a celui qui est le contrat social, les élections, par exemple. C'est une manière d'avoir l'État, la violence de l'État, mais bon. Et puis, il y a le Léviathan, acquis par la force, situation dans laquelle émerge un individu qui soumet ses ennemis à sa volonté. Dans les deux cas, la paix civile est instaurée, et c'est la fin de la guerre de tous contre tous, d'accord? Là, tu as les Léviathans et les différentes manières d'y arriver. Partons du... d'accord? Donc, alors, il y a 2 limites majeures au concept de Léviathan. D'abord, il parle de sociétés sans État. Par exemple, les Tives, ils vont en parler plus loin, un peu après, qui sont tout à fait capables de contrôler, dit la violence, et des tribus particulières, et de freiner les conflits, même si cela n'apporte pas beaucoup de liberté. Voilà. Le pouvoir du Léviathan n'est pas forcément juste et ne crée pas naturellement la liberté. La vie sous le joug de l'État peut être aussi difficile que celle de la condition de guerre de tous contre tous. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un bon mélange. D'accord ? Mais alors, par-delà Hobbes, la guerre de tous contre tous n'est pas le seul problème auquel font face les sociétés. Pour Acemoglu et Robinson, même si l'émergence d'un État n'assure pas l'émergence de la liberté, ils pensent qu'il s'agit tout de même d'une condition nécessaire. Ils proposent des institutions différentes de celles de Hobbes qui permettent d'obtenir un Léviathan enchaîné afin de faire respecter les lois, de contrôler la violence, de résoudre des conflits, de fournir des services publics, tout en restant apprivoisé et contrôlé par une société bien organisée, hein, et affirmée. Voilà. Donc la puissance de la société en termes de pratique
en particulier quand il s'agit d'agir collectivement, de coordonner les actions, de contraindre la hiérarchie politique via des normes. Et la puissance de l'État, c'est une variable qui est représentée sur l'axe vertical et combine notamment le pouvoir des élites. Donc il représente le pouvoir de la société là, le pouvoir de l'État là. Et à ce moment-là, ils disent, ben voilà, si tu pars trop comme ça, tu es trop, tu pars avec trop peu d'État, tu vas aller vers l'anarchie, quoi. Tu dérives vers l'anarchie. Tu pars trop comme ça, tu vas avoir des dérives despotiques. Et il y a un corridor étroit où si tu pars entre les deux, tu as une bonne chance d'évoluer avec plus de pouvoir de l'État et plus de pouvoir de... Alors c'est vrai qu'au cours des siècles, le champ de l'État a augmenté chez nous. Au début, c'était régalien, mais après, ce qu'on appelle la capacité fiscale de l'État a augmenté, et l'État a pu devenir assureur et investisseur. Au début, l'État, c'était law and order, c'était l'ordre, mais ce n'était pas tellement les investissements, l'assurance, l'État-providence et tout ça. Donc l'État a accru son rôle. Mais en même temps, la société civile aussi. Et ce qu'il dit, c'est que nous, ça a marché bien parce que l'un est allé de pair avec l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, l'État a étendu ses prérogatives, mais la société civile aussi a étendu ses instruments et son influence. S'il n'y avait eu que l'un et pas l'autre, on aurait dérivé vers le Léviathan, par exemple, ou vers l'autre. Donc les Tifs sont un peuple du sud-est du Nigeria dont la société a toujours mis un point d'honneur à éviter que les individus puissants ne deviennent trop dominants. Des normes sociales se sont développées dans lesquelles la méfiance à l'égard du pouvoir et l'action contre un excès de pouvoir sont primordiales. Même si les Tifs ont des chefs, ces derniers n'ont jamais eu d'autorité incontestée. Leur rôle est la médiation et l'arbitrage dans la résolution des conflits ainsi que le soutien à la coopération. Conséquence, absence de lien. Alors c'est vrai qu'ils ont évité, ils ont été vers les... Voilà, le Tif c'est ça. Ça marche, ça fonctionne, c'est pas très innovant, c'est pas un développement économique extraordinaire non plus. Tu vois, ils vivotent, ils sont très bien, mais il n'y a pas de, en termes de progression économique, il ne se passe rien du tout. Tu comprends? Tu voudrais quand même un État qui investisse, qui fasse des choses, et là, il ne se passe rien du tout, quoi. Tu survis comme tu vivais il y a très longtemps. Voilà. Donc, alors à l'inverse, évidemment, donc ça c'est le Léviathan, le Tiv, il devient complètement affranchi de l'État. Mais l'inverse, c'est la déviation qui est là. Lorsque le pouvoir de résistance de la société s'effondre, il est possible d'assister à l'émergence d'un Léviathan despotique qui ressemble beaucoup au Léviathan imaginé par Hobbes. Il émerge par exemple le pouvoir de l'État, dans le cas de la Chine, et de ses élites dépasse grandement celui de la société. La Chine de Mao et son grand bond en avant. L'idée, c'est que tu utilises les capacités de l'État chinois pour passer d'une société agraire, rurale, à une société industrielle et urbaine. Désastre économique et humain, la grande famine chinoise de 59 à 61 causa la mort de 15 à 55 millions de personnes. C'est fou qu'on ne puisse pas dire de manière exacte, hein. C'est entre 15 et 50. Voilà. Le Léviathan despotique utilise son pouvoir non pas pour promouvoir la liberté, mais pour réprimer et dominer. Il remplace le cauchemar de la guerre de tous contre tous par celui de la tyrannie. D'accord ? Le Léviathan enchaîné ne peut émerger que dans un corridor étroit où la participation de la société à la politique crée un rapport de force avec l'État. Il émerge quand il y a un équilibre entre son pouvoir et la capacité de la société, donc entre la capacité du pouvoir du Léviathan et sa capacité de la société à contrôler le Léviathan. Ce Léviathan peut résoudre des conflits de manière équitable, fournir des services publics et des opportunités économiques, empêcher la domination en jetant les bases de la liberté, mais il est enchaîné, il ne peut donc pas dominer la société, ignorer ou faire taire les gens lorsqu'ils tentent d'influencer la prise de décision. Il ne se situe pas au-dessus, mais à côté de la société. Les États-Unis nous offrent un exemple intéressant d'expérience institutionnelle. Alors évidemment, ça, c'était intéressant parce que c'est écrit avant le 6 janvier 2000, mais finalement, ils ont résisté quand même, hein, ça a tenu. Ça a tenu quand même. C'était un stress test. Hein, quand dans le système bancaire, on dit qu'on a des stress tests. Ils ont eu un sacré stress test le 6 janvier 2021. Je veux dire. Donc la mise en place d'un État puissant et puis la participation de la société en général, en particulier des non-élites, à la politique. Les fédéralistes ont joué, alors dans la partie État aux États-Unis, les fédéralistes ont joué le rôle de créateur du Léviathan quand c'est au moment de la fondation de la création des États-Unis. Ils voulaient construire un Léviathan car son existence est vitale pour la sécurité, l'unité et le succès économique. Il fallait un État central puissant pour taxer, pour le monopole de l'émission de monnaie, pour être en capacité d'établir une politique commerciale fédérale. Mais après, il y a le second pilier, la mobilisation de la société. Plus difficile à mettre en place que l'État, il est pourtant primordial car il permet d'instaurer la concurrence entre État et société qui doit progresser tous les deux. Si la société ralentit et ne progresse pas assez vite pour suivre le pouvoir croissant de l'État, le Léviathan enchaîné peut rapidement se transformer en Léviathan despotique. Il s'agit de l'effet Reine Rouge, en référence à la course entre Alice et la Reine Rouge dans le roman de Alice au Pays des Merveilles. D'accord ?
Une forte mobilisation de la société peut prendre des formes non institutionnalisées, des révoltes, protestations, pétitions, ainsi que des formes institutionnalisées, les élections. Et là, on revient à l'idée de l'extension du droit de vote. L'implication de la société américaine dans la politique a conduit des fédéralistes à mettre en place la Bill of Rights afin de rendre leur pouvoir acceptable aux citoyens. Cela a permis d'enchaîner le Léviathan sur le long terme et de permettre le développement d'un État fort et d'une société forte. Pour que la liberté puisse émerger dans une société, il faut à la fois que les pouvoirs de l'État et de la société soient forts, État fort nécessaire, donc j'avais dit tout à l'heure, la société forte mobilisée nécessaire pour contrôler et enchaîner l'État fort, entre la peur et la répression engendrée par les États despotiques et la violence et l'anarchie qui émergent en leur absence, l'État et la société s'équilibrent dans le corridor étroit. Alors, donc en fait, donc là, c'est intéressant parce qu'il y a eu quand même, donc le Léviathan enchaîné peut devenir incontrôlable quand la course entre l'État et la société civile évolue vers un jeu à somme nulle où chacun des deux essaie de détruire l'autre. C'est plus susceptible de se produire quand les élites cherchent à saper la mobilisation de la société, les conditions économiques rendent le corridor plus étroit, les institutions ne sont pas en mesure de régler les conflits, la confiance dans les institutions est compromise, les difficultés économiques, les inégalités créent le mécontentement. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la plupart des élites allemandes n'acceptaient pas la République de Weimar et souhaitaient un retour à une société plus autoritaire, dans un modèle plus proche de la société de Bismarck. D'accord ? Ces attitudes ont créé un environnement propice à la montée en puissance de diverses organisations marginales de droite, telles que le parti nazi. Ceci est particulièrement visible dans le soutien tacite que les nazis ont reçu de l'élite allemande. Par exemple, le soutien tacite judiciaire. Entre 1919 et 1922, 22 assassinats politiques commis par des militants de la gauche ont conduit à 38 condamnations et 10 exécutions. Tandis que les 354 assassinats politiques perpétrés par des partis de droite, principalement le parti nazi, n'ont entraîné que 24 condamnations et aucune exécution. On voyait bien le biais des juges déjà à ce moment-là. Très important. Pourquoi les élites étaient-elles tant opposées à la République de Weimar? Les élites étaient souvent de grands propriétaires terriens. Le fait de rester dans le corridor implique un poids croissant octroyé à la société civile et une demande sociale conduisant à une perte de privilèges économiques, politiques et sociaux des propriétaires terriens, d'où une défiance des élites pour ce Léviathan enchaîné naissant avec la République de Weimar. Alors, il y a, donc voilà, donc après il y a eu l'exemple anglais, le Beveridge, l'État-providence anglais. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le directeur de la LSI, William Beveridge, publie un rapport sur des mesures cruciales posant les bases de l'État-providence au Royaume-Uni. Expansion significative de la National Insurance, gratuité des services médicaux, salaire minimum. Ce rapport fut très bien accueilli par la société anglaise. Certaines recommandations ont été adoptées pendant la guerre. Entre 1945 et 1948, le Parti travailliste a mis en œuvre la plupart des recommandations. D'accord ? Mais Frédéric Hayek, par exemple, qui a peut-être beaucoup de bonnes idées par ailleurs, certainement, professeur à la LSI, percevait les recommandations de ce rapport comme impliquant une dangereuse expansion du pouvoir de l'administration étatique dans l'économie. Hayek s'inquiétait du fait que les sociétés occidentales ne quittent le corridor en ne réussissant pas suffisamment à réfréner le pouvoir grandissant de l'État. Dans son article Road to Serfdom, route vers le servage, enfin vers il écrit « Même une forte tradition de liberté politique ne constitue aucune garantie si le danger est précisément que de nouvelles institutions et de nouvelles politiques vont progressivement saper et détruire cet esprit. » Alors que pour Hayek, la seule façon d'empêcher l'apparition du Léviathan est de limiter le pouvoir de l'État, Robinson montre qu'il oublie l'effet Reine Rouge. Restreindre l'expansion du pouvoir de l'État n'est pas la seule option. La société peut également augmenter son propre pouvoir en construisant, par exemple, des contre-pouvoirs à la puissance de l'État. C'est cette seconde option qui a été choisie par la société britannique d'après-guerre et lui a permis d'accroître aussi bien le pouvoir de l'État que le pouvoir de la société, restant ainsi dans le corridor. Autre exemple de l'effet Reine Rouge, le co-trade suédois dans les années 30, montée de l'État social-démocrate en Suède à travers la coalition rouge-verte, aussi connue sous le nom de co-trade. Suite à la crise des années 30, formation d'une nouvelle coalition, réunissant initialement des ouvriers et des agriculteurs, ayant pour objectif simultané de renforcer les capacités de l'État, mais de renforcer le contrôle de la société sur l'État. Ils ont fait les deux en même temps. La plateforme du Swedish Workers' Party, qui est le précurseur du Parti social-démocrate, le parti n'a pas pour objectif de soutenir et d'aider la classe ouvrière aux dépens des autres. Elle ne distingue pas son agenda pour l'avenir, entre la classe ouvrière et la classe agricole, ou entre les travailleurs des mains et les travailleurs du cerveau. Donc il y a élargissement de la coalition social-démocrate en 1938 qui conduit à un État-providence plus développé, à des salaires plus élevés, mais aussi à des relations de travail plus coopératives et à moins de grèves. Ce modèle a continué de se développer après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait,
fait, en 1931, comme tout le monde le sait, il y avait Adalen 31. Moi, j'avais vu un film en 69 qui s'appelait suédois, qui s'appelait Adalen 31. Et ce film-là explique, c'est une répression violente d'une grève ouvrière en 1931 en Suède, où carrément les policiers tirent directement, ou c'est l'armée qui tire directement à balles réelles sur des gamins, quoi. Les gens viennent avec leurs enfants et il y a des morts, il y a plein d'enfants qui meurent, c'est une boucherie, quoi, à Dalen 31. Et c'est inimaginable que ça puisse passer en Suède. Mais maintenant, ils ne sont plus là-dedans. Ils sont passés à un autre équilibre. Voilà, les défis auxquels nos sociétés font face aujourd'hui demandent que l'État développe des capacités supplémentaires, mais seulement si nous pouvons tous trouver de nouveaux moyens de le garder enchaîné, de mobiliser la société, de protéger nos libertés. Et pour ça, évidemment, le rôle des médias, notamment, est essentiel. D'accord? Donc finalement, je suis arrivé, moi, à mon triangle. Je vous ai parlé des entreprises qui doivent innover, mais elles n'innovent pas toujours comme il faudrait, etc. Donc elles donnent de la prospérité. La source de prospérité, c'est les entreprises. On sait que des économies totalement étatisées ne donnent pas de prospérité. Et donc, il faut les entreprises, qu'elles produisent, qu'elles innovent, etc. Il faut l'État pour les réguler. Il faut l'État comme régulateur, mais également comme investisseur. Donc, il faut un État qui ait la capacité fiscale d'être un investisseur, un assureur, en plus d'être un régulateur. D'accord? Mais on a vu le rôle important de la société civile. Qu'est-ce qui se passe quand la société civile n'est pas là? Pour s'assurer que l'État n'est pas capturé par les entreprises existantes, pour s'assurer que les régulations sont mises en œuvre, que les dispositions constitutionnelles sont vraiment appliquées, parce que la Constitution est un contrat incomplet, et on a besoin de société civile, d'autant plus que les juges, ce n'est pas suffisant, parce qu'évidemment qu'ils contrôlent en partie l'exécutif, mais ils sont pas toujours, ils le font de manière biaisée, et ça ne suffit pas d'avoir simplement la séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire, et qu'il faut un bon équilibre entre société civile et État, et qu'à mesure que l'un se développe, l'autre doit se développer pour que cet équilibre soit maintenu. Alors évidemment, je n'arrive à la fin de mon cours d'aujourd'hui, parce qu'on se demande, mais alors la Chine? Où est le triangle en Chine? Hein? On se dit, c'est un contre-exemple, cher monsieur, vous êtes un escroc, vous avez parlé d'un truc, mais regardez la Chine, où est la société civile? Voilà, donc, et pourtant, ils innovent, ils font des choses, c'est un pays qui se développe. Alors, pas comme on aimerait nous, pas comme on... Mais on va voir la semaine prochaine, je vais parler de la Chine, je vais parler de la Chine, c'est mon prochain cours. Mais, eh bien, certains pensaient que la Chine ne se développerait pas du tout, parce que comme il n'y a pas de liberté, comme il n'y a pas cette société civile capable de contrôler l'État, eh bien, c'est un pays qui est voué à la stagnation. Et pourquoi ce pays s'est quand même développé comme il l'a fait? Et donc, on va essayer. Et pourquoi innove-t-il autant? Parce que autant il y a déclin de l'innovation au Japon, autant il y a progression de l'innovation en Chine. Je vous montrerai des figures la prochaine fois. Et donc, une des questions qu'on va essayer et je ne pense pas que je pourrais totalement répondre, je donnerai quelques éléments, mais c'est une grande question maintenant, c'est comment la Chine fait sans le triangle? Parce que c'est vrai qu'il y a eu le grand bond en avant, mais ils ne sont plus au grand bond en avant maintenant. C'est un pays devenu moderne et innovant. Donc, comment la Chine a pu faire sans le troisième côté du triangle? Et donc c'est sur cette question-là que je vous invite à... Donc, je vous revois dans une semaine. Voilà, merci beaucoup.